Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Mon Dieu, mesdames et messieurs, ce qu'on va perdre des années de notre vie à force d'angoisser avec ces séries éliminatoires. Finalement, c'est pas tant une bonne chose que le Canadien soit une équipe compétitive, n'est-ce pas? Je te dirais que c'est pas une bonne chose que le Canadien soit encore l'équipe la plus jeune à participer aux séries éliminatoires. Oh, tu prends de l'avance. Mais écoutez. Comment allez-vous, nonobstant de ce qu'on a vu ce dimanche soir? Là? Ben, écoute, je pense que malgré tout ce qui peut se passer, je pense qu'on peut pas passer une moins bonne soirée que toi, Emilio Constanza, qui était au Centre Bell ce soir. Ouh, laissez-moi... Et pas juste au Centre Bell. C'est quoi, 5-6 rangées derrière Renaud Lavoie? 6-7, je pense. Non. Hey, mesdames et messieurs. T'as-tu fait une serviette? Est en haut. OK, au moins tu l'as. Oui, j'ai gardé la serviette. Mais, mesdames et messieurs, c'est sur ces belles paroles qu'effectivement, on vous accueille à la Triple Menace, cette édition du 26-27. Écoutez, tant qu'on termine d'enregistrer ça, on va être rendu, on va dire le 27. On va y aller avec ça. Alors, ouais, j'étais au Centre Bell, effectivement. Écoutez, concours de circonstances. Écoutez, j'ai pas mis $1 là-dedans non plus. T'as pas mis $1? J'ai payé ma partie pour le stationnement. Ça revenait à combien? 3 mètres, stationnement dans la tour Deloitte juste à côté, à $45. On était 3 dans l'auto, fait qu'il y a un coût de 15$. Fait attends. T'es allé au Centre Bell en série dans un match numéro 4 un dimanche soir et ça t'a coûté 15 fucking balles? Absolument. C'est qui ta plug? Je peux pas. Non, mais ce sont des amis très proches. C'est du monde que je connais depuis très longtemps. Alors, je sais qu'ils écoutent souvent, assez régulièrement ce programme. Donc, je les salue. Merci encore pour la soirée. C'était incroyable parce qu'effectivement, c'était mon premier match des séries au Centre Bell de toute ma vie, en fait. C'était-tu la première fois ever ou t'avais-tu déjà été en saison régulière? Oui. Je suis allé cette saison, le match contre les Oilers. Ah oui, c'est vrai. T'es allé cette année. Oui, je suis allé cette année. C'était la seule fois d'ailleurs que je suis allé cette année. Puis non, pour les séries éliminatoires, messieurs, j'ai fait des séries éliminatoires, j'ai fait de la saison régulière, puis j'ai fait de la pré-saison. J'ai fait les 3 axes. Les gens disent vrai. On l'entend à la télévision, on entend les gens en parler. Les gars, je suis pas... Écoutez, je sais pas comment vous dire ça. Je suis pas... je laisse pas je laisse pas le résultat non plus ou d'une équipe sportive, tout ça, affecter mes émotions, mais l'effet spectacle de la chose fixe you avec la glace qui prend en feu, ça m'a fait de quoi, tu sais. J'ai jamais vécu ça de ma sainte vie. J'ai été pris de fête par cette ambiance, effectivement. Écoutez, j'aurais souhaité que ce soit dans un contexte gagnant, que je viens vous en jaser. Puis écoutez, même vous autres à la maison, si vous avez des trucs à dire sur le match des Canadiens, vous pouvez le faire sur notre groupe Facebook des Superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous, ainsi que participer à l'émission très régulièrement pour le Perron d'église. Parlons-en de ce match des Canadiens, messieurs. Donc, encore une fois, c'est avec grand désarroi qu'on vous arrive avec une défaite de 3-2, dans laquelle le Canadien gagnait 2-0 jusqu'à les derniers instants de la deuxième période. Commençons. Alors, vos impressions vraiment à chaud de cette dispute. Félix, on va commencer par toi. Brandon Eagle est un des meilleurs joueurs de grands matchs que j'ai vu de toute ma vie. Ce gars-là, à lui seul, est en train de battre le Canada. Ça n'a aucun sens. Et écoute, deuxième point que je vais amener, pour la deuxième fois cette série, Juraj Slafkovský a mangé un gros coup qui n'a pas dû faire mal, qui n'a pas dû faire du bien à la tête. Et pour la deuxième fois, c'est un match que le Canadien a perdu. Ça fait 2 fois que le point tournant d'un match que le Canadien perd, c'est Juraj Slafkovský qui est victime d'un coup à la tête.
Je pense que ça a été. Puis Brendan Eagle, j'étais dans l'auto en revenant, puis je me suis dit, avec tout respect pour Sam Bennett, Brendan Eagle est en train de se transformer en un Sam Bennett 2.0 à comparatif que ses saisons régulières à Brendan Eagle sont incroyables, mais vraiment en train de se bâtir une sacrée fin de saison en ce moment. Mais Pop, je déroge. Ben écoute, honnêtement, là, c'est peut-être. J'ai pas envie de sauter dans les hot takes et tout ça, mais vous me direz ce que vous en pensez, là, mais je pense qu'il y a un argument légitime que si Brendan Eagle est encore un membre des Blackhawks de Chicago aujourd'hui, le Lightning de Tampa Bay est en prévision d'aller à Cancun ce soir au moment où on se parle. Ben, je pense qu'on en a la preuve, en fait, parce que c'est... C'est un balayage. Honnêtement, c'est pas le Brendan Eagle, le Canadien balaie cette série-là. On est déjà en train de parler des Sabres de Buffalo qui sont en train d'annihiler les Bruins de Boston en ce moment, puis c'est même pas drôle à regarder. Mais ce que j'ai remarqué aussi dans la mise en échec de Declan James, je me souviens plus exactement c'est lequel qui a frappé Juraj Slafkovský, mais j'avais... C'est Max Scherzer. Max Scherzer, merci. J'hésitais entre lui et James, entre les deux. Mais honnêtement, je revoyais des shades de Tom Wilson qui annihilait Alexandre Carrier au match numéro 4 aussi l'année passée contre Washington. Ça n'a pas eu l'effet contrebalancé dans le sens qu'on a complètement changé de momentum. Oui, un peu dans le cas de Slafkovský, mais dans ce match-là, malheureusement, l'inexpérience du Canadien de Montréal, un peu comme au match numéro 2 où on a laissé des petits revirements douteux redonner vie au Lightning. C'est un peu ça avec quoi qu'on se bat. Le Lightning n'a pas gagné n'a pas beaucoup de gars qui ont gagné 2 coupes cette année back-à-back il y a 5-6 ans. Je pense que Montréal, malheureusement, est victime un peu de son inexpérience. Tu ne peux pas échapper une avance de 2-0 alors que tu mènes à ce point. Tu peux pas échapper une avance de 2 buts avec 21-22 minutes à faire au match, surtout que le Lightning n'avait absolument rien là-dessus. Il a juste fallu que Jayden Struble échappe à un gars, puis c'était terminé. Tu savais en rentrant dans le vestiaire que Tampa Bay allait créer l'égalité dans les 3-4 premières minutes de la troisième période. Et c'est arrivé. Les gars, c'est pas toujours notre place de discuter de ça, hein, surtout qu'on n'est pas sur la glace et tout ça, mais... On n'a même pas passé proche de sa glace aussi. non plus, mais il y a un point que, écoutez, je déteste avoir à apporter ça. Vous en avez pensé quoi de l'arbitrage? Faut que je pose la question. J'ai pas le choix d'aller là. Ben, écoute, faut en prendre puis en laisser. Hein. Tu sais qu'en série, les coups sont un petit peu plus hargneux, les crush checks sont un petit peu plus solides. La game demeure aussi rapide, quoi qu'elle pourrait être même être encore une petite affaire plus rapide. Donc, c'est dur à dire pour l'arbitrage. Fait faut en prendre ou en laisser. Tu sais, je pense pas qu'il faut s'embarquer. Mais la punition fantôme sur Oliver Kapanen ne peut pas arriver. Dans la Ligue nationale de 2026, oui. Time out. La pénalité sur Kapanen, l'affaire, c'est que la reprise nous a montré un geste qui n'était pas une pénalité. Puis oui, effectivement, je crois que c'est Dominic James, encore une fois, j'en reviens tout le temps à lui. Là. Je crois que c'est lui qui a la réaction, puis c'est ça qui nous trompe un peu, qui nous met un peu en erreur. Quand tu recules la séquence de quelques secondes et tu regardes, il y a effectivement un bâton élevé. Je sais que ça va beaucoup faire jaser parce que la séquence qu'on a tous vue, c'était pas une pénalité, mais il y a une séquence un peu plus tôt où est-ce qu'on a un bâton élevé. La réaction est vraiment plus tard. C'est que la télévision ne nous a pas induit en erreur là-dessus. La séquence qu'on nous a montrée nous a induit en erreur. Il y a une séquence un peu plus tôt qu'on nous a pas montrée, qu'on a revu par la suite qu'il y a un bâton élevé sur la séquence. Parce que celle qui a été montrée au Centre Bell, je vous confirme que c'est celle qu'on a vue à la télévision. C'est la. Il va falloir faire quelque chose parce que cette clip-là est en train de faire le tour sur Twitter comme un feu roulant en ce moment. Là. Et mon Dieu! Faut que quelqu'un poste une reprise de cet angle-là, parce que même moi, je pensais encore que c'était cette punition fantôme-là qui avait causé ces 2 minutes-là. Nonobstant. Mais moi, c'est même pas celle-là, je pense, qui m'énerve le plus. Puis cette pénalité-là, Kapanen, oui, évidemment, c'est un peu ordinaire, mais
qu'il n'y ait pas eu de pénalité pour la mise en échec de Crozier sur Slavkovski, justement, celle-là, tu le vois quand même, les patins lèvent, puis on est. Oui, la passe était suicide, puis Slav avait intérêt à garder la tête haute, mais tu vois, moi, c'est celle-là, je pense, qui m'énerve un peu plus. Puis, écoute, ça fait en sorte qu'en troisième, cette mise en échec-là, quand Crozier a un peu le même principe qu'au match numéro 2, on a comme voulu embarquer dans le jeu du Lightning quand Slav a été victime, on s'est attaqué à un gros joueur de l'équipe, puis le Canadien s'est mis comme à embarquer dans cette game-là du Lightning quand il était en avance 2-0 puis qu'il n'y avait aucun avantage à rentrer dans cette game-là du Lightning. Et là, c'est là qu'on s'est mis à payer avec des... Oui, est-ce qu'il y a des mauvaises pénalités qui ont été décernées? Oui, 100%, mais à 2-0, Cole Caulfield débloqué, les vibes étaient excellentes à ce moment-là. Puis tu t'es mis à embarquer dans le match du Lightning, le match que le Lightning voulait que tu joues en troisième période. Et eux, ils ont été opportunistes en avantage numérique, ce que le Canadien n'a pas été. Je veux dire, à un certain moment donné, le Canadien a eu ses chances aussi en avantage numérique dans ce match-là. Oui, on a marqué une fois, mais à un moment donné, tu ne peux pas juste te plaindre de l'arbitrage quand tu ne profites pas de tes chances en avantage numérique de l'autre côté. Il y a ça aussi. Bien entendu, Félix, mais oui, effectivement, c'est Brendan Eagle, tout qu'un joueur. Puis je pense que les gens aussi, ils se sont donné à cœur net aussi d'envoyer promener Kucherov qui. Bon, il y avait une séquence ou deux où il y avait un petit peu de comédie de jouer, mais ça, il rentre tellement bien dans la tête du monde. C'est aussi simple que quelqu'un qui veut rentrer à son banc, hop, le petit coup de bâton sournois sur les pads. Hop, après la séquence, fait donner un petit coup par Anderson, tombe à terre. Il y avait une autre pénalité qui s'était donnée en troisième où Jake Evans s'était même allé à la reprise pour potentiellement y aller d'un 5 minutes où Jake Evans est en beau maudit. Ça a fonctionné. Je crois qu'on peut dire que le Lightning de Tampa Bay est rentré dans la tête du CH. Donc, effectivement, messieurs, c'est donc à 2-2 que cette série se transporte du côté de Tampa Bay. On va revenir à un dernier aspect sur cette série canadienne Lightning, mais juste avant, donc match numéro 5 qui sera ce mercredi, le 29, si on veut être bien précis, avant de revenir à Montréal le vendredi. Félix. Je t'arrête une petite seconde. Le Canadien a annoncé dans la dernière heure que David Reinbacher a été renvoyé à Laval, ce qui n'est pas exactement une surprise, mais ça tombe au moment où est-ce qu'on attend des nouvelles d'un certain Noah Dobson. D'ici 48 heures, on a appris ce matin qu'on va avoir des nouvelles d'ici 48 heures. Personnellement, je ne pense pas qu'il faut troller là-dedans dans le sens où Reinbacher était le 8e défenseur en ce moment. Je pense qu'on veut surtout l'envoyer à Laval. Attendez avant d'assumer que ça a vraiment un lien avec les nouvelles qu'on attend de Noah Dobson, mais juste David Reinbacher ne fera pas le voyage à Tampa parce qu'il va retourner des Rockets qui commence ses séries. Si je ne m'abuse, cette semaine aussi, en tout cas, bientôt, là, ça s'en vient contre les Marlies. Ça va être comme leur première série, mais au deuxième tour parce qu'ils ont commis congé en première ronde. Fait que David Reinbacher ne fera pas ce voyage-là. Je pense pas que c'est une surprise. Je pense qu'Engstrom l'avait dépassé dans la hiérarchie. Puis je pense que de toute façon, on n'aime pas mal mieux que Reinbacher ait joué du 25-30 minutes à Laval que de le voir manger du popcorn sur la galerie de presse avec Montréal. Si on a besoin de lui plus tard, on va finir par le rappeler, mais je pense que en ce moment, il était clairement le 8e. Puis on l'a vu en fin de saison, a démontré des belles choses, mais pour son développement, je pense que c'est une bien bonne chose de le voir retourner à Laval pour les prochains matchs. Donc, non, c'est ça. Donc, série des Canadiens du Lightning qui se poursuit cette semaine. Messieurs, avant qu'on jase de ce qui s'est passé un petit peu ailleurs dans la LNH, ben écoutez, on a notre défi des séries éliminatoires qui roule toujours. Donc, restez à l'affût. Il y a un beau prix sur la ligne. À chaque fois que Lane Hudson est en action, les gars, c'est toujours impressionnant. Puis de le voir de le voir en personne. Messieurs, vous avez vu assez de hockey en personne pour comprendre le point, mais des joueurs spéciaux, quand tu les vois en personne, tu peux te concentrer à regarder juste ce que celui-ci fait. Puis tu remarques plus facilement aussi les présents. Puis tu te dis, mon Dieu, il était sa glace il y a 30 secondes. Puis mon gars est déjà de retour pour 2 minutes. Bon, il est là à moitié de la game. Tu nous dis qu'il est fun, il est là à moitié de la game. Exact. Il y a un autre enjeu là, sur lequel on va revenir encore sur ce même enjeu par rapport à l'utilisation en défensive. Donc, effectivement, notre série, là, notre défi des séries à la triple menace avec un beau prix sur la ligne. D'ailleurs, avez-vous vu ce qui s'est passé? Je prends le 30 secondes. Avez-vous vu ce qui s'est passé sortie de banc à Moncton cette semaine?
J'en Oui. ai entendu parler, j'ai vu des petites images ici et là. J'ai pas vu la séquence au grand complet, mais OK, je dois donner des excuses aux Wildcats et à l'Armada. J'étais pas familiar with your game, j'étais pas familier que ça pourrait brasser de même. Fait que non, allez-y, boys, donnez-nous un peu. Ce qui est le fun un peu, c'est que en fait, ce qui est le fun et plate en même temps, c'est que les 2 premières rondes ont quasiment servi à rien dans le junior cette année. Puis les 2 équipes qu'on ne s'attendait pas à gagner ont gagné le match numéro 1. Ah, mais première ronde, c'était bien. Il y avait 3 matchs 7. Mais, Ouais, quand même. Mais Quand même. deuxième tour, 3 des 4 sont terminés en 4 matchs. Mais ouais, les esprits se sont réchauffés du côté de Moncton. Bref, je m'éternise, les gars. Là. Mais ailleurs, dans la Ligue nationale de hockey, ben écoutez, en ce dimanche, au moment où on enregistre ça, la deuxième période est terminée entre les Oilers et les Ducks, mais Anaheim qui mène la série à 2-1. Les Kings qui, en fait, on va dire à l'inverse, là, l'Avalanche qui complète le balayage contre les Kings. Les Sabres qui l'ont emporté 6-1 contre les Bruins, donc mènent effectivement 3-1 la série. Les Pingouins qui survivent un petit peu plus longtemps et vont chercher un match. Les Stars qui échappent en prolongation hier contre le Wild. Les Sénateurs qui sont éliminés. Puis bon, il y a aussi cette série Golden Knights Mammoth qui est en action. Que regarde-t-on, messieurs? Il y a tellement de séries à regarder, mais par où commencer? Honnêtement, là, je ne sais pas par où commencer. Tu sais, ça marche un peu selon si je suis disponible un peu ou non. Mais cet après-midi, il faut quand même prendre. Tu sais, il faut quand même souligner que cet après-midi, c'était la fin d'une époque à LA. Tu sais, je pense qu'on s'attendait un peu que ça allait finir en 4, à la limite en 5 entre le Colorado et Los Angeles. Mais, Pop, t'es généreux. Parce que moi, je pensais que ça allait finir en 3. Je pensais que 4 de... Ouais, c'est ça. Je pensais que ça allait finir en 3. mais honnêtement, je pense que je peux donner un peu de crédit aux Kings. Ils ont quand même rendu ça intéressant, même si le match numéro 4 aujourd'hui, c'est fini 5-1. Ils ont quand même tenu leur... Ça, au moins, je peux applaudir ça. Mais ça fait en sorte que Andy Kopitar a définitivement... c'est terminé. Finalement, sa carrière est officiellement terminée. Plate et non en même temps que ça se termine à la maison aussi. Là, je pense que ça y permet d'avoir une dernière vraie dose d'amour là-dessus. Crédit aux Kings, il y a un bout, je pensais même pas qu'ils feraient les séries éliminatoires et pourtant, ils ont donné une belle petite opposition aux Oilers. Fait que j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, mais c'est un extrêmement gros pilier qui vient de partir à Los Angeles du côté des Rois. Absolument, absolument. Un gars qui était éternellement sous-estimé d'ailleurs aussi. Un gars qui s'y avait joué dans l'Est, on parlerait tellement plus de lui. Malheureusement, c'est bête parce que c'était Patrice Bergeron, mais qui jouait à 10h le soir au lieu de jouer à 7h le soir. Fait que on en parlait beaucoup moins. Mais quel joueur de hockey du Kopitar. Écoute, Guillaume, pour répondre à ta question, moi, écoute, je pense pas être chauvin quand je dis que la meilleure série de premier tour, c'est celle entre le Canadien et le Lightning. Là, c'est celle que je trouvais le plus. Mais je pense que c'est la meilleure série qu'on a en ce moment. Mais il y en a quand même une autre dans l'Ouest qui est extrêmement... Celle entre les Stars et le Wild. C'est du très gros hockey. Félix Pop, vous me direz, mais je pense que même de l'autre bord, Stars et Wild, c'est le plus proche qu'on peut avoir. Je pense que c'est un parallèle presque pareil que le Canadien et le Lightning, dans le sens que les Stars sont cette équipe aguerrie, beaucoup de talent. Le Wild, cette jeune équipe, il y a Kirill Kaprizov et compagnie qui commence à prendre un peu d'âge, mais qui cogne à la porte et qui veut commencer à gagner, ce défenseur offensif excitant, et 2 adversaires, puis pour de vrai, qui n'est pas vraiment une série de premier tour. Mais bon, encore une fois, je m'éternise, Félix. Ben, c'est ces 2 équipes, comme dans le Canadien Lightning, c'est 2 équipes top 8 de la Ligue qui s'affrontent en ce moment avec les Stars et le Wild. Puis écoute, ça fait en sorte qu'on a des... C'est peut-être la demi-finale avant le temps ou la finale de l'Ouest avant le temps. Bref, ça donne une série super excitante. Puis écoute, il y a cette série-là qui m'intéresse beaucoup, mais je suis de plus en plus investi dans ce que le Mammoth est en train de faire en ce moment. Le match, c'était le match numéro 3, je pense, où est-ce que Vegas a tiré à vrai 40 fois au filet, le Mammoth a vrai 12 fois, puis Utah a gagné 4-3, je pense. C'était vraiment
assez spectaculaire de ce match-là. Puis, et Vegas, on le sait, c'est un peu là, on parle beaucoup de Tampa comme étant les méchants ici à Montréal, là, mais Vegas aussi ont cette réputation-là d'être un peu les méchants de la ligue. Écoute, j'aime ça, ce que le Mammouth est en train de faire en ce moment. Puis, je sais pas si on va gagner la série, mais man, j'aimerais ça parce que c'est cool ce qui se passe. Puis je repense aussi à l'opportunité que les Mammouths ont donné aux gens d'aller échanger leurs uniformes des Golden Knights pour un uniforme du Mammouth vendredi avant le premier match à domicile. J'aime ça. Il y a une rivalité vraiment qui est en train de se créer entre ces deux équipes-là, ces deux jeunes équipes-là qui sont des rivaux naturel de proximité géographique. J'aime beaucoup ce qui se passe dans cette série-là et le Mammouth est une belle histoire. J'aimerais ça que le Mammouth fasse un petit bout de chemin en série. Cette base de partisans-là mérite quand même un peu comme ça à Vegas, il y a 10 ans, là, on mérite une belle run en série pour notre première année du côté de l'Utah. Je vais exagérer un peu mon propos, mais ça fait juste illustrer à quel point ces deux équipes-là ressemblent. Moi, j'ai l'impression que dans les 5 prochaines années, j'ai l'impression que je ne serais même pas surpris qu'on ait un back-à-back final de la Coupe Stanley entre le Mammouth et le Canadien. Ah, les Sharks vont être là. Les Sharks vont vraiment être là. Le Canadien a moins l'avenir dans l'Est, parce que j'ajouterais même les Blackhawks sont une petite coche en dessous selon moi, mais il y a comme dans l'Ouest, t'as comme ce trio-là avec l'Avalanche va rester bon, puis le Wild va être bon si Quinn Hughes reste. Il y a ces équipes-là qui vont être bonnes longtemps, mais l'Est, tu peux même rajouter Anaheim aussi dans ce groupe-là aussi, là. Oui, Anaheim aussi, on en parlait la semaine passée, je pense qu'on parlait d'Anaheim. Mais tu sais, dans l'Est, je sais pas s'il y a cette autre. Tu sais, Buffalo, oui, ça va bien, mais Alex Tuch pourrait partir. Tampa est vieillissant, Floride est vieillissant. La métropolitaine est une blague. Je veux dire, toutes ces équipes-là ont à peu près 600 ans. Les Devils, ça me fait pas peur. Mais puis, attends, écoute, on pensait peut-être qu'il y en avait une autre au Canada. Et là, Paul, je vais te lancer là-dessus parce que je sais que tu avais envie d'en parler. Là. On pensait peut-être qu'il allait en avoir une autre au Canada qui allait faire un peu de rivalité avec le Canadien dans les prochaines années. Et ça va pas exactement très bien à ce niveau-là. Là. On nous a dit pas plus tard que l'année dernière qu'ils étaient devant les Canadiens dans leur reconstruction. J'ai pas envie de sortir le mot en paix ici. Là. Mais il y a un petit côté de moi qui a envie de dire boys, est-ce que les Sens ont peak? Honnêtement, là, je pense que c'est une question légitime qu'on peut commencer à se poser. Est-ce que le rebuild des Sénateurs, tu peux aller chercher une coche ou deux par rapport à ce qu'ils ont... Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre qui existe encore? Moi, d'après moi, il n'y en a pas, là. Le plafond, il est pas mal topé, là. Il est pas mal topé, puis est-ce que Brady Tkachuk va encore être là dans 3 mois? Je pense qu'en ce moment, la question mérite d'être posée. Je pense qu'on l'a senti plus malheureux. Je sais que à chaque année, on se dit ça, puis il est toujours là, mais là, de plus en plus, on approche de la fin de contrat, puis si Tkachuk, il dit, parce que si je m'abuse, c'est sa dernière année de contrat qui commence, si Brady Tkachuk te dit, moi, je ne re-signerai pas ici, tranquillement, pas vite, tu vas arriver dans une situation à la Mathieu Tkachuk aussi, puis à la Quinn Hughes aussi qui est arrivée. Je me demande de plus en plus si Brady Tkachuk a disputé son dernier match à Ottawa. Et Brady Tkachuk, qu'on nous vantait comme ce grand joueur de série qui a eu une série de premier tour parfaitement oubliable. Écoute, il espérait que Kanyemi n'a pas joué un seul match. Il a quand même eu autant de points en série que Brady Tkachuk. Fait que ceux qui disent que le Canadien a fait un mauvais choix, 3e au total, les deux ont fait le même nombre de points dans cette série-là. Ils ont fait autant de points que le gars que je voulais à ce repêchage-là. Zadina. Philippe Zadina. Mais mon point étant que Ottawa, tu peux avoir l'excuse dans les dernières années de dire hey, on a des jeunes qui s'en viennent. Tu sais, un Ridley Gregg va s'en venir. Non, mais tu sais, un Ridley Gregg qui peut... Ouais, mais c'est pas le bon de parler de Ridley Gregg avec son sucker punch. Ouais. Non, je comprends, mais tu sais, tu peux amener un Ridley Gregg, tu peux dire, tu sais, un Tim Stützle est en train de se développer. Là, il y a, à part Carter Yakemchuk à Ottawa, il n'y a plus grand monde que tu peux rentrer dans le pipeline, là. Tu sais, à moins que tu fasses une grosse transaction, justement, peut-être avec Brady Tkachuk pour essayer d'amener des pièces un peu, et encore là, j'en doute que ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, même si les Sens, OK, se sont fait balayer, mais ça. Tu sais, je vais quoter Rob Brennamour en personne pour dire que c'était pas un vrai blanchissage, là, mais en tout cas, vous comprenez même ce que je veux dire. Ottawa a quand même perdu 4 matchs, s'est fait balayer.
en ne menant pas une seule seconde dans cette série-là. Et Tim Stützle et Brady Tkachuk combinent pour 1 point, une passe au match numéro 4 et un différentiel de -8. C'était 2 gars qui, tu peux dire, c'est absolument terrible. Je comprends que Tim Stützle peut être un gars de 90 points là-dessus, mais c'est pas des gars comme Drake Batterson, c'est pas des gars comme Dylan Cousins, aussi bons soient-ils, qui sont les vrais game changers dans cette équipe-là. Puis ce qui est fou de cette série-là, c'est qu'Ottawa, le gros problème qu'on a eu cette saison, c'est que l'équipe jouait bien à 5 contre 5, mais le niveau des gardiens était épouvantable. Pendant cette série-là, Linus Ullmark a été solide. Il y a eu, si tu m'avais dit au début de la série, Linus Ullmark va vraiment être solide, je dis, OK, ça va être une série. Ottawa va peut-être même amener ça en 6 matchs, puis ça va peut-être se rendre à la limite, puis peut-être que même Ottawa va être capable de gagner ça. Là, on a eu une bonne performance de Linus Ullmark, mais à 5 contre 5 devant lui, on a complètement oublié comment jouer. On s'est fait complètement avaler dans le système que la Caroline essaie de nous enfoncer dans le fond de la gorge, et Dieu sait que les Hurricanes sont bons pour le faire. Ottawa a sérieusement manqué de maturité dans cette série-là face aux Hurricanes. Puis c'est épouvantable pour une équipe qui, toute l'année, on s'est dit, si on est capable de trouver une solution devant le filet, on va vraiment être en business. D'avoir trouvé cette solution devant le filet-là et de ne pas être en business, de mener 0 seconde dans cette série-là, c'est épouvantable. C'est épouvantable et c'est, selon moi, un gros problème pour l'année de cette équipe-là. Là. Et le pire dans tout cela, c'est qu'effectivement, dans le premier match, même si ça terminait bien à l'avantage des Hurricanes à 2-0, là, tu ne pouvais pas être fâché de ce qu'Ilus Ullmark t'a donné vraiment. Là. Et puis même, c'est ça. Puis, mis à part le 4e match, là, match 2, ça s'est terminé en prolongation. Match 3, ça s'est décidé par un but. Tu avais tout ce que tu voulais, ce que tu avais besoin de Linus Ullmark, mais Pop, tu sais quoi? Je vais répondre à ta question. Est-ce qu'Ottawa pique? Oui. Ce qui peut peut-être les sauver, c'est que Toronto devienne vraiment une équipe en reconstruction l'année prochaine. Ça peut encore peut-être les sauver. Boston, je pense que ça peut être aussi une équipe. On parle pas d'eux autres. Est-ce que les Sénateurs ont pique? En tout cas, moi, je veux juste vous dire que... il veut pas se mouiller sur la question. Oui, mais je veux juste vous... Regarde, moyenne d'efficacité de Linus Ullmark dans les 4 matchs de cette série-là. 9-31, 9-39, 9-26, 9-29. Wow. C'était fait sweep. C'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis, man. Tu as eu un gardien exceptionnel quand toute l'année, le discours a été si tu trouves des bonnes performances, même pas des bonnes, juste des performances correctes devant le filet, tu vas être en business parce que tu domines à 5 contre 5. Cette équipe-là a eu non seulement des performances correctes, des performances très solides de Linus Ullmark, et on n'a pas mené une seule seconde. C'est épouvantable. Sérieusement, on s'est vraiment fait avoir par le système de la Caroline, puis c'est un manque de maturité de cette équipe-là. C'est aussi simple que ça. Je veux bien que Jake Sanderson était blessé, là, mais c'est un manque de maturité de cette équipe. Je ne sais pas si les Sens ont pique officiellement, mais la seule chose que je sais que les Sens sont, c'est que ce sera toujours le petit frère de Ottawa et Toronto. Parce qu'au moins, Toronto se rendait en 7, puis Austin Matthews et Mitch Marner scoraient dans les 4 premiers matchs de la série. C'est vrai. Fait que Ottawa, vous pouvez. Mais c'est vrai. Tous les fans des Sens qui nous parlent en ce moment, là, qui nous écoutent en ce moment, là, vous n'avez plus le droit de trash talk. Vous n'avez plus de raison. Là. Inclinez-vous. Aïe. Messieurs, me permettez-vous de boucler le Canadien une bonne fois pour toutes dans cet épisode? Pourquoi pas? Allons-y. Donc, mon observation, Félix a mentionné comme quoi, effectivement, David Reinbacher est cédé maintenant au Rocket de Laval. Parallèlement, là, on est arrivé dans les temps du 2 semaines de réévaluation de Noah Dobson. Il a recommencé à patiner, mais pas de date, rien qui a été prévu. Mais vous savez quoi? Autant que j'ai mentionné que Lane Hutton est incroyable, autant que, vous savez quoi? Un qui mérite tellement ses fleurs cette série, Arber Xhekaj, à quel point ce gars est transformé durant ces séries. Ça commence à paraître, je pense, par contre, l'usure. Et comme quoi, tu sais,
un gars qui peut te bouffer 22 minutes, un gars qui peut aller chercher du temps de deuxième avantage numérique, du gars qui va aller faire le désavantage numérique, un gars, tu sais quoi, qui a un excellent flair offensif et en plus, il va te bloquer des tirs. Ça commence à manquer le couteau suisse qu'est Noah Dobson sur la défensive. Je sais pas vous autres ce soir, OK? Puis ça, c'est ma pure impression ce soir. Mais honnêtement, là, tu m'aurais demandé de gérer ma vie sur Mike Matheson qui gérait une rondelle ce soir, j'aurais eu peur pour ma vie. J'avais l'impression que ce gars-là, à chaque fois qu'il touchait la rondelle, il va arriver quelque chose, puis ça va être négatif. Il y a eu la petite belle percée là, quand il a fait un petit mouvement de hanche là, pour s'en aller sur l'ego. Ça, c'était stick. Mais je ne sais pas pourquoi ce soir, mais j'avais l'impression que peu importe ce que Mike Matheson faisait avec la rondelle, j'étais genre, non, donne ça à un coéquipier, fais quelque chose, mais touche pas à cette rondelle-là, tu vas faire une connerie. C'est un peu ça mon observation. Il manque Noah Dobson là-dedans. Puis, écoute, moi, je pense que. Sais-tu où est-ce que je ressens le plus l'impact de la perte de Noah Dobson? C'est quoi le plus gros reproche que tu peux faire aux Canadiens depuis le début de cette série-là? C'est qu'on ne génère pas assez d'attaques à 5 contre 5. Puis, man, Noah Dobson est un gars qui a fait quasiment 50 points cette année en ayant un temps limité sur l'avantage numérique. Ce gars-là, à 5 contre 5, sérieusement, là, l'impact de son absence sur l'offensive à 5 contre 5 est majeur et je pense que c'est là qu'on la ressent le plus. C'est vraiment, là, tu sais, le nombre de petites séquences, tu parlais de Matheson, puis écoute, Jacky Struble, oui, on fait du très, très bon travail, puis dans l'ensemble, tu peux difficilement demander mieux de cette troisième part-là. Carrier fait du super bon travail défensif. Puis même Matheson aujourd'hui, oui, jouer avec la rondelle, il se battait un peu avec la rondelle aujourd'hui, mais de manière générale, son jeu défensif, tu peux pas... il y a aucun reproche. Mike Matheson, exact. Tu gardes ton bâton actif, tu brises les jeux comme tu fais, le désavantage numérique continue de même. C'est juste qu'avec la rondelle, je sais pas, il avait l'air de se battre toute la soirée avec. Et aussi, même mais l'impact, c'est vraiment à 5 contre 5. On ne crée pas d'offensive. Ces gars-là tiennent le coup défensivement, mais offensivement, on n'est pas capable, à part Lane Hutson, qui est une licorne, là, on n'est pas capable de créer l'offensive qu'un gars comme Noah Dobson peut amener à 5 contre 5. Et ça contribue beaucoup au fait que le premier trio, par exemple, a de la difficulté à 5 contre 5. Et même Caden Goulet, par ailleurs, qui lui aussi, c'en est un qui a, je veux dire, pas atteint pas sa forme finale comme un Pokémon, mais dans le sens que, maudit, il joue le rôle de shutdown, il est physique, puis tu sais quoi, son corps, il tient le coup en ce moment. Tu sais. 11 mises en échec ce soir. 11 mises en échec. Oui, c'est fou. Oui, des roughs, là. Il y a eu des roughs là-dedans, là. Oui, mais c'est exactement ce que. Exactement. Puis encore une fois, je dis, ça commence à paraître, puis c'est même pas pour lancer un shade à l'unité défensive parce que c'est un match qui s'est donné par un but. C'est des matchs qui se sont... je veux dire, c'est 3 premiers matchs qui sont terminés en prolongation. Celui-là a basically fini en prolongation avec un but tardif dans le match. C'est tous des matchs d'un but où Jakub Dobeš a alloué aussi pas plus que 3 buts. T'sais. La défensive, vraiment, c'est là. Mais... ça bloque un peu en attaque, puis tu sais, on le voit, là, puis c'est pas juste l'histoire d'Anthony Cirelli, c'est pas l'histoire, c'est un groupe aguerri défensivement, et ben, c'est progression naturelle, mais c'est pas impossible non plus. Je veux dire, on a vu que T-Cole, il a rentré une à soir, finalement, ça fait du bien, le Centre Bell qui s'est ça a l'air d'avoir fait du bien, man, quand tu regardes ça. Oui, quand même, hein, quand même. Il y a l'air d'avoir bien géré. J'ai bien hâte, par contre, de voir ce que les autres... le deuxième trio, d'ailleurs, Pop, puis t'as l'air d'avoir de quoi vouloir dire, là. Ben, la dernière chose que je veux rajouter sur, justement... En fait, 2 choses que je veux rajouter sur Noah Dobson, c'est que je pense que c'est une bonne nouvelle dans tout l'ensemble qu'on commence à voir les effets de ça juste après 4 matchs. Tu sais, si tu m'avais dit qu'après le premier match, genre, cette défensive-là est atroce en Noah Dobson, là, on aurait eu un gros problème. Mais ce qu'il n'y a pas non plus, c'est qu'est-ce qui fait partie aussi de l'identité du Canadien, à quel point cette équipe-là, en saison régulière, crée de l'offensive de la part de ces défenseurs-là. On est quoi? 2e ou 3e dans toute la Ligue nationale pour les points pour les défenseurs, je pense. Il y a juste le Colorado puis Buffalo qui font mieux que Montréal à ce chapitre-là. Ça passe par lui. Je comprends que Lane Hutson peut faire bien des affaires, peut faire bien de la magie là-dessus, mais quand tu n'as pas Noah Dobson, tu peux mettre tout le monde sur Lane Hutson. Ce gars-là va se faire shutdown. Et
on dira bien ce qu'on voudra de son but gagnant. Je pense que c'est plus l'exception que la règle de voir Lane Nelson prendre un tir de même. Hey. Que Noah Dobson est capable d'amener parce que c'est lui qui a le meilleur tir frappé de toute cette brigade défensive du Canadien. Hey, mais par contre, quel tir, par contre? Je suis encore saisi. 48 heures plus tard, je suis encore saisi parce que j'ai vu, là. C'est classique. C'est un snapshot un peu comme un coup de circuit, tu retiens un peu ton souffle comme OK, puis tu sais, le père avec un lancer frappé comme ça, tout le monde est arrêté. Puis là, tout d'un coup, tu vois le filet bouger, puis t'es comme oh! Yes! OK. Félix Forget, on va terminer cette table ronde de la LNH parce que les Flyers, ça va bien. Vraiment, ça va bien, mais a-t-on déjà perdu la saveur du moment avec Matvei Michkov? Ah, man. Je suis, depuis le début de ces séries-là, je vous rappelle, j'avais les Flyers en finale de conférence et je suis toujours très fier de ce take-là. Je suis plus convaincu que jamais de ce que j'ai dit dans le Vladar, qui était mon seul point d'interrogation, et mon Dieu que ça répond. Mais là, les Flyers, on pense un peu trop loin. Là, on arrête de se compliquer la vie. Matvei Michkov ne connaît pas une grande série. Je le dis, je pars de ce point-là, Matvei Michkov ne connaît pas une grande série. Là, par contre, les échos qu'on a eu à l'entraînement aujourd'hui, c'est que Matvei Michkov s'est entraîné un peu en extra. OK? Mais là, l'affaire, c'est que les Flyers ne sont pas supposés être en série en ce moment, c'est un peu du bonus. Prenons l'exemple du Canadien l'an dernier. Okay? L'équipe est rentrée un peu par la porte dans l'air. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça ne marchait pas nécessairement super bien pour les jeunes de l'équipe, mais on leur a donné de la corde, on leur a dit, gars, faites vos erreurs. C'est un peu comme une run bonbon, puis prenez l'expérience et on voit quand même un impact que ça a eu. Je pense particulièrement à Lane Hutson. Lane Hutson a une série exceptionnelle et je pense pas qu'il y aurait eu cette série-là s'il n'y avait pas eu l'expérience contre Washington. Ivan Demidov n'est pas le Ivan Demidov contre Washington l'année passée. Non plus. Puis je reviens aux Flyers et là, on s'enligne pour laisser Matvei Michkov de côté. Est-ce qu'on mérite, Matvei Michkov mérite de sauter son tour? Peut-être. Si je me force, peut-être que Matvei Michkov mérite de sauter son tour. Le problème, c'est, imaginons qu'on gagne demain. OK, là, tu ne pourras pas justifier de ramener Michkov dans la formation. Et l'objectif de cette run de série-là pour les Flyers, t'es pas une équipe de Coupe Stanley. Juste, j'ai beau les voir en finale de conférence. Ce n'est pas une équipe de Coupe Stanley. Profite de l'occasion pour donner des répétitions à Matvei Michkov, le laisser faire ses erreurs, le laisser comprendre ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire en série. Laisse-le trouver ses limites pour que le jour où tu vas avoir cette équipe de Coupe Stanley-là, Matvei Michkov soit prêt à devenir ce joueur-là. Là, tu mènes 3-1 dans ta série. Tu menais 3-0, là, tu mènes 3-1, OK? Profites-en, tu as le temps. Si on est au match numéro 7, mettons match numéro 7, là, tu t'es fait remonter, c'est 3-3, là. Mettons que je me force, regarde, tu laisseras de côté au match numéro 7. Même que je ne le ferai pas, là, mais imaginons que je me force, tu laisseras de côté au match 7. Pourquoi, au match 5, je veux bien qu'il n'y a pas eu une grande série, là, mais pourquoi, au match 5, on pèse déjà sur le bouton panique puis on retire Matvei Michkov de la formation? Je ne comprends pas pourquoi on fait ça et je trouve que c'est complètement stupide. On pense beaucoup trop à court terme. Le plan à Philadelphie est plus à long terme. Et laisser Matvei Michkov de côté, c'est une erreur pour ce plan à long terme de défaire. Je ne comprends pas pourquoi et ça me frustre. Ça me frustre en tant que gars qui croit au potentiel et au talent de Matvei Michkov. Ça me frustre. Si je peux me faire l'avocat du diable là-dessus, je pense. Écoute, je comprends que c'est peut-être une décision stupide. Et c'est probablement une décision stupide parce que c'est quand même ton joueur de franchise sur lequel tu veux bâtir pour les 5 à 10 prochaines années. Voilà. C'est pas juste un ailier de deuxième trio que tu es allé chercher, genre à Alex Newhook à Montréal, mettons, si on veut tracer un comparatif. Par contre, comment les Flyers se sont rendus jusqu'ici? Justement, cette run bonbon-là, comment on est arrivé là? C'est-tu parce qu'on scorait 5-6 buts par match? Non. Non. Ouais. Il faut... La structure défensive que Rick Tocchet a fait depuis la fin des Olympiques environ est quasiment au même niveau. C'est quasiment au même niveau que les Prime Devils du New Jersey au milieu des années 90. Je ne dis pas que c'est autant la que ça, mais on gagne des matchs en allouant 2 buts au moins depuis 2 mois. Moi, je pense que Rick Tocchet regarde juste son alignement pour dire « Hey, on va juste utiliser nos forces le plus possible puis avoir le meilleur alignement. » C'est peut-être le contre-argument que je peux te donner là-dessus. Encore là, le but au hockey, c'est quand même de scorer plus que l'équipe adverse.
Puis même si c'est ton objectif cette année, c'est court terme. Tu penses trop court terme. Pense au développement à long terme d'un de tes deux joueurs franchis. T'as dit que c'est le gars, je vais ajouter Martin, là, je pense que c'est Oui, et évidemment. Michkov, c'est comme les deux gars autour desquels on veut bâtir. Là. Laisse-le faire ses erreurs, man. Je veux dire, laisse-le jouer, laisse-le faire ses erreurs, puis tu sais, demande à Nick Suzuki et à Cole Caulfield qu'est-ce que ça leur a donné d'avoir. Caulfield n'avait pas commencé, mais il est rentré dans la net et il n'est jamais sorti. Là. Demande à Nick Suzuki et à Cole Caulfield quel impact ça a eu sur le reste de leur carrière d'avoir joué ces matchs extrêmement importants dans le début de carrière. Ils vont te le dire, parce qu'ils le disent souvent, ça a été des matchs extrêmement déterminants pour eux. Et je m'explique tellement mal qu'on fasse ça. Non, je comprends. Je comprends. Mais en même temps, il y a aussi cet effet papillon de est-ce que si Paul Martin n'avait pas eu un départ aussi canon dans la Ligue nationale, on ne laisserait pas Matvei Michkov de côté. Mais, pensez-vous, peut-on voir sur le court terme, et en fait, voir les Flyers adopter un peu le même pattern que les Islanders et se laisser emballer par du succès si imminent, si jeune, si rapidement, puis d'essayer de capitaliser là-dessus le plus rapidement possible? En tout cas, au moins, on n'a pas donné un choix de première ronde pour Braden Shen du côté de Philadelphie. Fait que déjà c'est là, ça, je veux dire. Est-ce que on va voir la métropolitaine, encore une fois, s'enligne pas pour vendre du rêve l'année prochaine. Va-t-on tenter d'appuyer sur l'accélérateur plus rapidement et déjà d'y aller pour ça? Écoute, les fans du CH puis les fans des Sens aussi l'année passée vont peut-être avoir un peu le même discours. Puis un peu les fans du Mammouth et des Ducks cette année, là. Tu sais, la fameuse année où on pensait pas faire les séries, mais tu sais, on s'est quand même rendu là, tu sais, genre, hey, sais-tu quoi? On se fait sortir en 5, c'est pas grave. On a revu un printemps, une fin d'hiver vraiment le fun. Les vibes sont good. L'année prochaine, là, les Flyers, le Mammouth, les Ducks, ce genre d'équipe-là, là, s'ils refont les séries, je vous garantis que ça sera pas aussi le fun puis aussi power of friendship que tout ça parce que les attentes vont être là. Qu'on perde contre Pittsburgh ou non, qu'on se ramasse en deuxième ronde ou non, l'année prochaine, et Dieu sait que Philadelphie a la réputation qu'elle a, mais qu'on s'en parle au mois d'octobre, on va être en mode, il va falloir faire les séries. Puis là, ça sera pas un walk in the park. Là. Non, on fait. Mais bon. Michkov n'aura pas eu cette expérience-là. Ouais. Le pauvre. Messieurs, fut toujours un plaisir de parler de hockey avec vous. Passons aussi au basketball parce qu'il y a beaucoup, oh mon Dieu, que du drama. J'ai mentionné dans ma revue de presse comme quoi Victor Wembanyama a eu une commotion cérébrale. Et j'ai cité mot pour mot le protocole de la NBA à cet effet, comme quoi il fallait attendre 48 heures avant que ça passe et que ça devait passer par un médecin de l'équipe, que ça devait passer par un consultant de la Ligue et pourtant, Pop, un gars qui a une commotion est déjà de retour après une semaine. C'est quoi le pays? J'ai Michael C. Wright d'ESPN qui marquait, qui écrivait aujourd'hui que les Spurs avaient même espoir que Victor Wembanyama soit déclaré admissible pour le match numéro 3. Là. Déjà, le match numéro 4, c'était déjà surprenant. On était optimistes dans le camp des Spurs que Victor Wembanyama joue même le match numéro 3. Honnêtement, le protocole de commotion, je ne sais pas si on pris le même sous-traitant que la NFL en ce moment, mais je regarde ça et je suis comme pas sûr de tout ça là-dessus. Écoute, j'ai pas vu non plus la séquence qui a fait en sorte que Wembanyama a eu sa commotion cérébrale. Mais c'était pas une question. C'est une bonne commotion, vraiment. Il est tombé puis il s'est pogné le menton. OK. Mais honnêtement, là, même s'il a été déclaré admissible juste pour le match 4, les Spurs doivent se pincer un peu parce que je ne sais pas si vous avez vu le match entre les Trailblazers et les Spurs aujourd'hui, mais Portland menait par plus que 15 points à la demi et le match s'est terminé par les Spurs qui ont gagné par plus que 15 points. C'est la deuxième. D'ailleurs, Michael C. Wright d'ESPN l'a marqué aussi dans le texte. C'est la deuxième fois qu'une équipe de la NBA fait ça en playoff. Et aussi,
c'est aussi la deuxième équipe. J'essaie de retrouver la stats ici, à quelque part. Ah, OK, ouais. C'est un avantage de... voyons, là, je suis en train de bugger avec Matt. 38 points. Un différentiel de plus 38 pour les Spurs en deuxième demi contre les Trailblazers aujourd'hui. Le deuxième plus haut total dans l'histoire de la NBA. Fait que imagine c'est quoi la série aujourd'hui si Victor Wembanyama avait vraiment respecté le protocole des commotions cérébrales aujourd'hui. Écoute, je veux juste dire, puis je me compare pas du tout à Wembanyama parce que j'assume que ce gars-là a des qualités ce gars-là est à des kilomètres de moi, OK? Est-ce que t'es 7 pieds 4, Félix? Pas du tout. Puis écoute, je considère que ce gars-là, probablement que des manières de son corps récupère probablement beaucoup mieux que le mien, OK? Là? Mais j'ai fait une mini commotion après un accident d'auto au mois d'octobre, OK? 10 jours après, je ressentais encore des effets. J'aurais certainement pas été capable de jouer un match de la NBA 3 jours plus tard. J'aurais même pas pu jouer 2 minutes en fin de match dans un blowout qu'on perd par, mettons, 40, puis je n'aurais jamais été capable. Écoute, je me demande juste à quel point on met en danger peut-être sa santé à plus long terme avec ça. Puis c'est ça qui m'inquiète parce qu'on sait que des commotions, c'est toujours un peu tricky. Puis des fois, tu penses que t'es remis, t'en es pas remis. Je confirme que tu penses que t'en es remis, des fois, t'en es pas du tout remis. Tu précipites un peu les choses, puis finalement, t'as comme des petites rechutes. J'espère juste vraiment qu'on l'a respecté pour son bien. J'en doute parce que ça s'est fait tellement rapidement que le protocole, je veux dire, c'était extrêmement difficile d'envisager un retour pour le match numéro 4. Il a peut-être vraiment été chanceux, il a évité le pire, puis ça a fait en sorte qu'on l'a vu aujourd'hui. Mais sérieusement, j'espère vraiment pour son bien qu'on n'a pas sauté l'étape. J'espère vraiment qu'on n'a pas sauté l'étape. Tu sais, le basketball a quand même aussi ce petit luxe-là de pas être le sport non plus qui sort le plus de commotion. Tu sais, c'est pour vrai, là. Non, c'est vrai que les contacts à la tête dans la NBA, c'est moins... C'est beaucoup moins fréquent. Ils ont un peu ce luxe-là que, écoute, les chances qu'ils se frappent la tête de cette manière-là, ça, selon l'historique, n'est pas haut, mais c'est jamais zéro. C'est jamais zéro. Puis c'est là, je pense, le problème où on se dit, ben Chris, c'est géré comme la NFL dans le sens que, finalement, on sait bien là, que tu t'en tapes de la santé de tes joueurs. Là. Tes joueurs vont être sur le terrain, puis pour les équipes, eux autres, ben, ils sont contents parce que ça leur permet de gagner. Puis toi, ça te permet d'aller chercher un petit peu d'argent parce que, ben, mon Dieu, ça donne que ton joueur poster, il va le faire. Si c'était un autre joueur, disons. Mettons, c'est Stéphane Castle, mettons, là. Ben, même Stéphane Castle, écoute, on va aller, on parle des Spurs, mais disons, je sais pas moi, chez les Rockets, là. Disons que c'était Jay Sean Tate, genre, qui se blessait, avec tout respect, mais est-ce que je veux dire, Kevin Durant a un petit bobo au genou, puis il a joué un des 4 matchs jusqu'ici, tu sais. C'est ça ce qui est quand même aussi insane dans tout ça, c'est qu'on parle que Wemby n'était même pas à 100% de sa forme, qu'il revient d'une commotion un peu hâtive puis tout ça. 27 points, 12 rebonds, 7 blocs puis 4 vols de ballon. Tellement un bon joueur de basket. Je sais, j'en doute pas. J'espère que ce soir, j'espère que demain, il va être correct. C'est tout ce que je dis. Mais... C'est juste j'espère juste. Oh, oui. Un vrai cheat code, hein? Un vrai cheat code. Mais certainement que les blessures, messieurs, n'épargnent personne dans ce sport. Puis Félix, on va parler encore des Timberwolves et des Nuggets qui, tellement encore une série pleine de drama. Puis malgré que les Nuggets, oui, ont gagné le premier match, gagnaient bien le deuxième match jusqu'à ce que la tendance s'y remontée, on était conscient qu'Anthony Edwards ne jouait pas à 100%. Même, tu avais dit quoi? Même pas 40%, je pense, un moment donné, tu nous avais dit. Non, je pense que c'était plus à 60%. Je pense. Mais... 60. Bon, 40-60. 40-60, hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bref. Là, Shams Charania qui nous sort dimanche matin, ben, ça va pas le genou gauche d'Anthony Edwards. Et en plus de ça, ben, Dante DiVincenzo, le maudit, pour de vrai, là, le maudit pump fake de mettre la jambe en air, on peut-tu arrêter? On peut-tu arrêter? Y a-tu pas un historique maintenant qui existe que quand
quand tu fais l'extension de ta jambe comme ça par en arrière, puis tu utilises tout cet élan-là pour, après ça, tenter d'avoir un départ rapide, Non, man. ça met un petit peu trop de pression sur ton tendon d'Achille. Ben, Dante DiVincenzo qui est ça. Bref, Félix, Timberwolves qui ne sont pas épargnés des blessures avec 2 de leurs joueurs les plus importants. Comment vas-tu? Écoute, DiVincenzo, ça me brise le cœur parce que ce gars-là va débuter sa prochaine année de contrat l'an prochain et sa dernière année de contrat l'an prochain et il ne jouera pas. Il jouera à moins de Miracle, ne jouera pas la saison prochaine. Va devenir joueur autonome après avoir manqué une saison complète. Edwards, évidemment, c'est pas terrible non plus, mais la bonne nouvelle avec lui, c'est qu'on a évité les ligaments. Les ligaments sont intacts. Il va presque assurément manquer le reste de la première ronde. Peut-être toute la deuxième aussi. On va espérer, on sait qu'Edwards revient au jeu rapidement habituellement puis qu'il est capable de bien gérer la douleur. La preuve qu'il était dans cette série-là à la base. Mais dans tous les cas, Pop, mon cher Pop, Pop. Oui. Te souviens-tu, Notre Pop la national. semaine passée, quand on a fait le show et que je t'ai dit, après la défaite, les Timberwolves avaient perdu le premier match, je t'ai dit, c'est encore et toujours Wolves en 6. Et j'ai eu comme réponse de toi qui t'endors en me disant que cette équipe-là était surfaite. Et il y a 2-3 semaines, quand j'ai dit que personne veut la fumer avec les Timberwolves et que tu m'as dit et que tu t'es encore endormi en me disant que cette équipe-là était surfaite, ben, écoute, on parle de toutes ces blessures-là. Aujourd'hui, au moment où est-ce qu'on se parle, les Timberwolves sont en avance 3-1 dans cette série-là contre les Nuggets. Les Timberwolves jouent, ça n'a aucun sens, man. Jaden McDaniels, en ce moment, je ne sais pas s'il y a une personne plus gangster que lui sur toute la planète Terre. Ce gars-là, après le match numéro 2, a regardé les caméras, il a fait « Tous les gars des Nuggets sont des mauvais joueurs défensifs. » Toute la gang. Il les a nommés un par un, les noms complets. Il les a regardés direct dans les yeux. Il a fait « Vous êtes tous des mauvais joueurs défensifs. » Qu'est-ce qu'il a fait au match numéro 3? Il les a démolis. Qu'est-ce qu'il a fait au match numéro 4? Il les a démolis. Rudy Gobert joue la meilleure défense de toute sa carrière contre Nikola Jokic. Jokic, sérieusement, là, je pense que sa perte de poids avant le début des séries le fait très mal paraître contre Gobert en ce moment. Gobert est un défenseur physique, on le sait, et je pense qu'en ce moment, ça fait très mal paraître Jokic. Et le dernier joueur dont je veux souligner l'apport, c'est le Michael Jordan des temps modernes. Ayo Dosunmu a choisi le meilleur moment du monde pour devenir le meilleur marqueur de toute la ligue. Ce gars-là est à quelques semaines de l'autonomie. Sérieusement, là, les 2 derniers matchs, où ce qu'il fait, si je ne m'abuse, c'est 35 et 41 points. Ce gars-là, à quelques semaines de l'autonomie, vient peut-être de gagner 10 à 15 millions par année sur son prochain contrat avec ce qu'il vient de faire dans ces 2 matchs-là. Et je sais que c'est pas beau, je sais que perdre DiVincenzo, c'est terrible, perdre Anthony Edwards, c'est probablement encore pire, mais cette équipe-là, on a tellement longtemps vanté sa profondeur et je pense qu'en ce moment, on le voit bien. Parce que oui, on a perdu Ant et oui, on a perdu DiVincenzo. Cette équipe-là peut quand même aligner une formation de Ayo Dosunmu avec Julius Randle, avec Rudy Gobert, avec Jaden McDaniels et quelqu'un d'autre. Là, il y a d'autres gardes, tu peux mettre un autre gros... Naz Reid est sur le banc quand même encore dans cette formation-là. Il y a des ressources, puis est-ce que ça fait en sorte que ça limite possiblement le potentiel de se rendre jusqu'au championnat? Peut-être. Puis en deuxième ronde, peut-être que cette équipe-là va se faire sortir en 4 ou en 5 parce qu'on n'a pas une tonne de ressources. Mais la grosse force de cette équipe-là, c'est sa profondeur. On en a longtemps parlé. Et Jaden McDaniels est le gars le plus gangster du monde entier. Comme le dit Anthony Edwards, il y a peut-être Kevin Durant, mais on a Jaden McDaniels. Et les Timberwolves, encore et toujours en 6 dans cette série-là contre les Nuggets. Hey, Pop, t'entends comment il dit ça la deuxième ronde comme si c'était une certitude? Félix, bravo. Ton équipe va traverser la première ronde de manière définitive. Honnêtement, je te regarde, là, puis pour moi, tu es un fan des Sénateurs version NBA, là. C'est pas correct, ça. Tu t'excites pour mener 3-1 dans une série de premier tour en tant que 6 seed. Je comprends que c'est quand même hot de prendre les devants 3-1 sur les Nuggets. Mais moi, je m'attendais à me faire cook et tout ça, puis j'étais comme... C'est juste en première ronde, là. Relax. Mon gars, c'est endormi. Hey, les boys, je vais terminer là-dessus. Série Raptors-Cleveland. Écoutez, Raptors, après avoir perdu les 2 premiers matchs à Cleveland, ont gagné les 2 suivants à la maison contre les Rockets. Des performances phénoménales
de joueurs comme Scotty Barnes qui mène cette équipe offensivement, défensivement. Jakob Poeltl qui fait le meilleur de possible. C'est pas terrible. RJ Barrett qui a eu un match 3 monstre, mais match 4, c'était pas terrible. Pour les gens qui ont peut-être un peu moins suivi cette année des Raptors, Colin Murray-Boyles, qui a été choix de première ronde l'été passé des Raptors, ça, c'est un nom à surveiller. Si vous êtes quelqu'un qui adore les petits détails du basketball, vous allez adorer ce joueur-là. C'est un peu... Pour de vrai, tout le monde, depuis qu'il a été repêché, dit que c'est juste Draymond Green. Bref, mais dans tout ça, messieurs, ce que Brandon Ingram est injouable en ce moment. Oh! Et pourtant, ça, c'est le gars qui a vécu une espèce de renaissance de sa carrière. Hein? A quand même eu une saison. En fait, c'est le plus grand nombre de matchs qu'il a joué en saison régulière depuis sa saison recrue. Cet homme est rendu à 28 ans. Ça a pris presque 10 ans avant qu'il puisse rejouer sa saison le plus en santé, le plus de matchs possible. Deuxième effort, messieurs, ce qu'il est terrible en séries éliminatoires. Au match numéro 2, il y a 7 points, 3 en 15 au match numéro 3, là, 12 points, mais il prend 9 tirs. Puis au match numéro 4, parfait, 23 points, cool. 6 en 23. C'est quoi le plus beau là-dedans, Mio? C'est 2-2 dans la série. C'est là l'affaire. Ça aiderait un peu, mais... C'est 2-2 dans la série. C'est quoi qui est encore meilleur pour les fans des Raptors en ce moment? T'as pas de LeBron James avec les Cavaliers. Hey, encore mieux, c'est des joueurs quand même notable playoff gamers, James Harden et Donovan Mitchell. Quand même. Des gros gamers des séries. Écoute, j'ai douté de cette équipe-là, mais les Raptors, jusqu'à maintenant, intéressant. Ça se rendra pas loin. On est très loin des Celtics. J'allais dire des Pistons, mais je veux dire, les Pistons ont l'air pourris en ce moment. L'Est est tellement pourri, man. Sérieusement, c'est mon constat de ça. L'Est est tellement pourri, man. Il y a Boston puis une gang de bums. C'est épouvantable. C'est quoi ça? Les Knicks, même les Knicks, j'allais dire les Knicks sont bons. Les Knicks se font traverser par CJ McCollum puis c'est 657 ans, man. Il y a personne de bon dans l'Est. Sérieusement, là, les Timberwolves, 6e seed dans l'Ouest, là, seraient le premier seed dans l'Est, peut-être deuxième avec Boston. Là. Ils seraient premier ou deuxième, ils torcheraient tout le monde, même sans Edwards, même sans DiVincenzo. Ça finirait en 4 ou en 5. C'est n'importe quoi. Là, c'est une joke. Il reste pas au Raptors, ta front qui est dans l'avant de toi, là, mais là, c'est une fucking joke. Mais quand même dans ce quatrième match, Brandon Ingram qui a quand même fini avec un bloc. Hein, c'est pas le gars, 2 blocs, pardon, pas reconnu comme étant le meilleur gars offensivement. Puis, tu sais quoi, il a quand même réussi à finir avec un différentiel positif. Mais en ce moment, je pense qu'on a trouvé une petite pépite, Jamal Shead, qui, premier match aussi, était assigné à Donovan Mitchell. Et même premier match, la seconde qui est débarqué, Donovan Mitchell a pogné en feu. Et aujourd'hui, même le fameux duo, hein, tu sais, on rit que c'est 2 gamers de série de manière très sarcastique, mais c'est aussi 2 torches humaines. Là. James Harden, quand il décide que, tu sais quoi, il va aller chercher ses points, Donovan Mitchell va aller chercher ses points, c'est terminé. Puis on a réussi à maintenir quand même ce groupe qui, encore une fois, est incroyable offensivement à 89 points. Ce qui est quand même fou. Puis, écoute, on parlait des Flyers tantôt qui disaient que si tu vas en deuxième ronde, c'est une victoire assurée. Puis que si tu penses peut-être au futur à long terme, puis tout ça. Si les Raptors traversent Cleveland, ça ramasse en deuxième ronde. 1, ça va être une saison complètement réussie. Puis 2, est-ce que tu dis, hey, on a démontré de quoi l'année passée. On a Scotty Barnes qui joue de l'excellent basketball encore une fois en séries éliminatoires. C'est-tu le temps de faire un gros splash? Je dis pas de changer Kawhi Leonard pour DeMar DeRozan, mais... Messieurs, je vais finir là-dessus parce que en ce moment, il y a un sacré dossier que Toronto a besoin de gérer. Si ça doit se rendre jusqu'en deuxième ronde, c'est Immanuel Quickley. Immanuel Quickley qui a ce gros contrat qui est très chèrement payé par les Raptors de Toronto. Laissez-moi sortir très exactement les détails de son contrat qui, d'ailleurs, je pense,
cette saison en était la première. Là. Donc, Emmanuel, qui d'ailleurs n'a pas joué un seul match. Donc, le contrat qui a signé en juillet 2024, donc c'est sa deuxième année de contrat, encore 3 ans. C'est un contrat d'une valeur totale de 175 millions de dollars. C'est 32,5 annuellement. C'est un dossier. Puis Félix est dégoûté. Félix, à chaque fois que quelqu'un est rappelé du contrat d'Emmanuel Quickley, c'est ce que ça en est. Est-ce que c'était le move à faire pour les Raptors? Tu sais quoi? Probablement quand tu es en train de tourner le coin puis d'aller chercher tout ton monde parce que tu n'es pas capable de repêcher. Puis le gars que tu as repêché en Grady Dick que tu es en train de développer, ben finalement, ce dossier-là, comme avec Michkov, ils l'ont juste abandonné le dossier. Puis ça me désole au plus haut point. Donc, Pop, pour répondre à ta question, est-ce que les Raptors devraient faire un gros mouvement si ça va deuxième ronde? Tu sais quoi? Peut-être. Mais le gros mouvement, ça serait Jamal Shead est ton meneur partant et tente autant bien que possible de shipper Emmanuel Quickley à quelque part si ça doit se rendre en deuxième ronde sans lui. Je termine là-dessus. Les gars, j'ai terminé mon speech des Raptors parce qu'on a encore bien du stock à jaser. Juste avant qu'on se lance sur le baseball et la NFL avec le fameux repêchage, bien sûr, ben écoutez, ça fait quelques fois là, que vous écoutez, puis si vous êtes récent et vous appréciez ça, ben allez mettre un 5 étoiles sur la plateforme de notre choix. Ça nous aide beaucoup avec l'algorithme. Alors, bon, messieurs, quand même, au-delà de tout ce qui s'est passé dans la NBA, puis bien sûr dans la LNH, on a quand même eu de la bonne actualité au baseball et au football. A commencé un peu par le baseball. Pop, je te regarde en premier parce que... Pourquoi? Moi? Est-ce euphémique de dire qu'en ce moment, ça se passe pas très bien? C'est euphémique? De toute façon, Mio, je ne sais pas de quoi tu parles parce que, un, je n'aime pas les Red Sox de Boston et deux, j'aime pas ça le baseball de toute façon. Je ne sais pas pourquoi tu me poses la question, là, mais j'ai jamais aimé ça le baseball de toute façon. Cette pauvre invention, ben écoute, reste un peu avec nous parce qu'on va discuter un peu de cette nouvelle parce que les Red Sox, comme on dit, ont fait jaser cette semaine et pas pour les bonnes raisons. Alors qu'on apprend que Alex Cora, et non pas les restaurants Cora, si jamais vous posez la question, hein, mais Alex Cora qui se fait montrer la porte à titre de gérant chez les Red Sox de Boston. Ben écoute, Pop, je suis sûr que ça t'est revenu à la tête maintenant. Écoute, quelle est la gamme d'émotions qui te sont passées de un lorsque tu as appris la nouvelle? Est-ce que tu étais surpris? Est-ce que c'était quelque chose d'inévitable? À quoi ça ressemblait la situation? Ben, en fait, je pense que la surprise, c'est plus le moment que ça s'est fait parce que samedi, les Red Sox qui est probablement la pire équipe la pire attaque du baseball majeur qui inscrit 17 points en une seule rencontre, ce qui est totalement aberrant de voir ça. On apprend après le match, Alex Cora se fait congédier, 4 autres entraîneurs se fait congédier. Est-ce qu'on s'y attendait? Je pense que oui. Là, je pense qu'on était rendu même au-delà de la fiche de 10 victoires, 17 défaites. Écoute, les boys, des fois, là, votre équipe n'a pas un bon début de saison, les résultats ne sont pas là, mais tu regardes les matchs et tu es comme, hey, c'est pas si pire que ça, tu sais. On parle des matchs, mais il y a de quoi apprécier un peu. Là, en ce moment, il n'y a rien à apprécier. Tout va mal. L'attaque est merdique. On est 32e et dernière pour les circuits dans le baseball majeur. En fait, non, 30e. La MLB est encore une ligue à 30 équipes. À moins que les Expos reviennent, mais ça, c'est une autre affaire. On est 30e pour les circuits. On est en dessous de la moyenne du baseball majeur au niveau des lanceurs. Les releveurs ne sont pas capables de faire de quoi autre à Aroldis Chapman. Les bad vibes sont à un high ultime à Boston. Puis, Dieu sait, il y a des marchés qui peuvent... Tu sais, il y a certains marchés que tu peux permettre que ce soit des bad vibes, puis que tu dis, OK, c'est pas space, ça va pas bien, puis tout ça. Quand ça va pas bien dans un marché comme Boston, New York, Philadelphie, puis tout ça, le feu est pogné dans la cabane, là. Et là, le feu est pogné dans la cabane, et là, tout va mal. Pour vrai, j'ai même pas réussi à me rendre quasiment jusqu'au mois de mai. J'ai déjà abandonné sur cette saison-là. Je l'ai déjà dit, mais j'ai déjà hâte que le lockout s'en vienne. Eh, mon Dieu! Non, mais tu sais, le fameux silver lining, il n'existe pas. Il n'existe pas, là. Il n'y a absolument rien. Il n'y a rien. Il n'y a même pas 30 games de fête. Il reste 130 games d'ici la fin de l'été. Je ne vais jamais survivre.
Et là, Pop, ça veut dire que tu es détaché émotionnellement, il n'y a plus rien qui va là. Dis-nous, qui est responsable de cette situation-là? Ben, écoute, toute organisation qui est dans le pétrin et qui s'est désorganisée, ça part par le propriétaire, John Henry. Ah, ben pourtant, Pop, peu importe le sport, on se fait toujours dire que c'est l'entraîneur parce que c'est toujours oui, bien sûr. Là, on l'a eu un peu, hein? D'ailleurs, shout-out aux fans de Liverpool en ce moment qui passent aussi un très bon moment en ce moment, qui sont aussi propriétaires par le même consortium qui possède les Red Sox de Boston. Mais il faut se rendre à l'évidence, Alex Cora, c'était la solution facile, mais Alex Cora, là, c'est comme quelqu'un qui chope une MST, mais que tu lui demandes de couper un bras pour guérir. C'est à peu près ça l'image, là. Oui, il y a une part de problème, mais tout part de Greg Breslow, le terroriste en chef chez les Red Sox de Boston. Pour vrai, ce gars-là a essayé de transformer une équipe qui avait... OK, je ne vais pas mettre la faute là-dessus sur Mookie Betts, mais des gars comme J.D. Martinez, Xander Bogaerts, Rafael Devers, Alex Bregman, tout ça, on n'a jamais été capable de garder ces gars-là à Boston. Et en même pas une décennie, on a passé d'une organisation qui a probablement une des meilleures équipes de l'histoire des majeurs en l'équipe de 2018. Et là, on est rendu à un dumpster fire en ce moment. Puis est-ce que ce qui est complètement fou de Breslow, tu parles de Breslow, là, tu parles quand même d'un gars qui a réussi à filer le contrat de Rafael Devers à une autre équipe, qui, oui, Devers est un bon frappeur, là, mais objectivement, c'est un contrat monstre pour un gars qui n'a pas une excellente saison, puis beaucoup de métriques laissent croire que ça ira pas en s'améliorant pour lui. Commence tranquillement, il est encore jeune, mais commence à prendre de l'âge, puis un immense contrat pour un gars qui est un premier but / frappeur désigné. Et là, c'est vous, est-ce qu'il a réussi à se départir de ce contrat-là pour un bon retour? Sauf que tout ce qu'il y a eu en retour de ça, il a fini par le renvoyer ailleurs pour des retours encore plus merdiques. Tu sais, je pense à Cal Harrison, qui n'était pas un vilain lanceur, c'était un projet intéressant. On l'a envoyé à Milwaukee, on a eu Caleb Durbin, puis Caleb Durbin, ça va pas très bien. Caleb Durbin, à la seconde que Alex Cora s'est fait mettre dehors, a frappé son premier circuit de la saison. Écoute, il y a quand même des choses qui se vendent pas, là, mais écoute, c'est ça qui est particulier, parce que, tu sais, j'ai pas envie de dire que quand tu regardes ça, c'est pas pire, mais l'échange de Devers était pas pire de base. Oui, sur le coup, il y a eu l'émotion à process un peu. Là, c'est quand même un cornerstone de l'organisation et tout ça. Mais c'est sûr qu'en ayant plus le contrat devant nous, ben là, c'est sûr que c'est ça. 100%. Puis tu sais, je pense aussi à James Tibbs, qui est un espoir qu'on a vu dans cette transaction-là. On l'a échangé contre Dustin May, c'était une spectaculairement mauvaise transaction. Là. Dustin May a été épouvantable. Écoute, le problème c'est à Boston, c'est qu'on a tellement misé sur ce noyau-là qui allait être mené par Roman Anthony. On en a mis beaucoup sur l'assiette de Roman Anthony cette année. Et écoute, j'ai beau le niaiser, ça reste quand même un joueur extrêmement talentueux, mais en ce moment, on a l'impression que son jeune âge commence à le rattraper. Ses bourdes en défensive font jaser. Sa production au bâton, oui, capable de frapper des simples ou quoi que ce soit, mais en ce moment, la puissance n'est pas là pour Roman Anthony. Et c'est supposé être le moteur et l'engin de toute cette attaque-là. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui mène l'attaque. Puis en ce moment, tu regardes ça, là, puis oui, c'est facile de blâmer Breslow, mais à quel point c'est en haut, c'est les propriétaires qui disent « Ouais, il faut que tu coupes la masse salariale, il faut que tu coupes la masse salariale. Hey, cette édition des Red Sox-là, t'as-tu dit à quel point ça va mieux si t'as Pete Alonso? Si tu fais pas ton check puis tu signes Pete Alonso? Écoute, je vais pas embarquer là-dessus parce que je dois le donner aux Red Sox à Greg Breslow. Wilson Contreras, en ce moment, délivre au bâton. Pour vrai, offensivement, au premier but, je vais pas commencer à chialer sur le premier but. C'est peut-être le seul point positif sur ce line-up-là, mais mettons, là, tu sais qu'Alex Bregman s'en va à Chicago. Tu sais, Munetaka Murakami, ça aurait coûté quoi aux Red Sox? Ouais, il y en a plein de gars comme ça, des occasions manquées, puis je pense que c'est ça qui commence à rattraper Boston. Tu sais, on a beaucoup misé sur la rotation, puis en ce moment, on a des enjeux au niveau de la rotation. Là, ben, tu sais, Garrett Crochet, évidemment, tu ne peux pas prévoir un début de saison aussi difficile, que c'est surtout deux mauvais départs, en fait, qui rendent ça vraiment pire que ce que c'est vraiment. Là. Sonny Gray, Ranger Suarez, il y avait quand même des morceaux intéressants, mais tout le monde sous-performe. Puis, écoute, peut-être que Cora, ça va changer d'air un peu, ou le changement d'entraîneur va faire du bien, mais man, j'ai l'impression, un peu comme toi, j'ai l'impression que c'est pas le bon gars qui a... Tu sais, est-ce que Cora est un meilleur gérant que Breslow est un meilleur dirigeant des opérations?
Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'était beaucoup plus facile de congédier ton gérant pour avoir un impact plus immédiat que de congédier ton président des opérations baseball. Fait que, un peu comme toi, je suis pas sûr que c'est le bon gars qui est tombé, mais je me demande à quel point c'est de la faute de Breslow ou si tu mets un autre gars dans cette chaise-là qui va avoir exactement les mêmes problèmes parce que le vrai problème vient de tout en haut. On demande aux Red Sox de couper de la masse salariale depuis très, très longtemps. Mais de manière générale, on s'entend quand même pour dire que c'est plutôt un peu presque partout que ça va assez mal. Mais quand même, ça demeure, Félix, que Alex Cora demeure un bon poisson là, qui est maintenant disponible pour, écoute, peut-être toute équipe à recherche d'un nouveau gérant. Et très récemment, il y a quand même une équipe qui commence à sortir un peu plus du lot. Puis écoute, on va les name drop. On va tout de suite les mettre sur le spot. Félix, y a-t-il un monde dans lequel Alex Cora pourrait devenir le prochain gérant des Phillies? Absolument. Il y en a absolument un. Écoute, les Phillies, on a beaucoup parlé de la longue séquence de défaites des Mets, si je ne me trompe pas, que c'est arrêté à 12 au final. Les Phillies, un peu dans l'ombre de ça, on a perdu 10 de suite. Là, on a gagné hier, mais on a quand même 10 défaites de suite pour les Phillies. Fait que, c'est pour une équipe qu'on avait des grosses attentes, on en parlait sur le show. C'est une équipe avec un noyau qui est vieillissant, puis il faut qu'on trouve le moyen de gagner. La fenêtre n'est pas dans 5 ans. Là. Elle était peut-être qu'il y a 3 ans, puis peut-être qu'elle est déjà un peu fermée, mais écoute, on espère qu'elle soit encore juste assez entrouverte pour rentrer en série, faire un bout de chemin cette année. On ne peut pas se permettre des séquences de défaites comme ça chez les Phillies. Et le président des opérations baseball à Philadelphie, Dave Dombrowski, je ne sais pas si vous connaissez Dave Dombrowski, mais à Boston, on le connaît très, très bien. C'est un gars qui était là à Boston et qui avait embauché Alex Cora à l'époque. C'est lui qui avait amené Alex Cora à Boston. Écoute, on sait qu'il y a une belle relation entre les deux. On sait que Cora est maintenant disponible. On sait que Rob Thompson est là quand même depuis quelques années. Est-ce que quelqu'un serait vraiment surpris qu'Alex Cora débarque à Philadelphie? Je pense pas. Je pense que c'est... Écoute, dans combien de temps ça se ferait? Je sais pas. Si les Phillies se mettent à gagner des matchs en succession cette semaine, peut-être que Rob Thompson va sauver son poste, mais cette grosse séquence de 10 défaites-là, avec Cora qui devient disponible peu de temps après, qui a un lien assez facile avec Dave Dombrowski. Tu sais, si Dombrowski n'était pas là, je dis pas, mais là, les deux gars se connaissent très, très bien, puis Dombrowski a déjà démontré qu'il est un grand fan de Cora. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un match qui va finir par se faire. Le duo est juste logique, l'association est logique. Sérieux, je serais même pas surpris que dans une semaine, on se reparle, on fasse le show dimanche prochain, puis un des sujets qu'on a, c'est qu'Alex Cora est devenu gérant des Phillies. Je pense que ça pourrait bouger vite dans ce dossier-là. On ne voudra pas se le faire voler par une autre équipe. Les prochains jours vont en dire long, mais je ne serais vraiment pas surpris qu'à court terme, même à très court terme, Alex Cora devienne le prochain gérant. Mais tu sais, quand même, et puis quand tu regardes un peu le profil de la chose, tu sais, les Phillies qui se font marquer 6 points après 4 manches contre les Braves, tu regardes, oui, séquence de 10 défaites, ils ont commencé cette séquence-là, ils étaient en haut de 500, puis tout d'un coup, tu te retrouves à moisir dans les bas de l'Est de la Nationale. Tu sais, c'est un groupe qui veut... C'est drôle, on le dit à chaque année, hein? C'est un groupe vieillissant. C'est un groupe qui veut compétitionner. C'est un groupe qui veut maximiser ce qui reste à la fenêtre. Peut-être le genre d'électrochoc que tu as besoin. Puis surtout, c'est ce que je disais tantôt. Tu sais, quand les bad vibes embarquent dans un marché comme Philadelphie ou Boston, le feu pogne dans la ville. Tu sais, une chance. Philadelphie, jamais. Puis une chance que les Flyers mènent 3-1 contre les Penguins de Pittsburgh en ce moment. Là. Parce que si, mettons, c'était 3-1 Pittsburgh, et tu ajoutes cette série-là de défaites des Phillies, là, je pense que ça irait un petit peu moins bien. Mais je me demande à quel point Cora va vraiment changer grand-chose. Tu sais, Bryce Harper, Kyle Schwarber, c'était 2 piliers que ça va bien. C'est les 2 seuls, tu peux dire, c'est solide, puis tout ça en attaque. T'es quand même la pire équipe du baseball majeur, pareil. Je sais pas à quel point... Le rôle de manager au baseball, tu sais, quand tu joue pas, pis t'es pas dans cet univers-là, c'est comme un peu difficile à définir. Ça fait quoi, manager au baseball? Ah non, c'est dans au contraire, je trouve que c'est le plus important des cas. Non, mon point n'est pas qu'il n'est pas important, mais c'est dur à savoir quel impact il peut avoir. C'est ça que je veux dire. Moi, je pense qu'à Philadelphie, il y aura un impact majeur. Je pense vraiment que c'est... Écoute, peut-être que je me trompe, mais Puis les Phillies, ça reste une équipe, on en a parlé sur le show, c'est une équipe qui a des lacunes, c'est pas un gérant qui va sauver, c'est une équipe vieillissante, puis on a des faiblesses assez majeures, mais tu sais,
j'ai l'impression que Cora, d'amener un gars qui l'a vécu, tout ça, qui s'est rendu jusqu'au bout. Puis, tu sais, Rob Thompson, oui, a fait la série mondiale, a perdu cette série mondiale-là. J'ai l'impression, je sais que c'est un cliché, là, mais Cora a démontré qu'il est capable de faire de la magie avec des équipes qui n'ont pas d'affaire à être si bonnes que ça. Les Red Sox de l'an passé n'avaient pas d'affaire à être si bons que ça, puis Cora les a amenés quand même loin. Là, je sais que cette année, c'est pas chic. Là. Je pense que le bordel était vraiment pogné. Là. Mais je pense vraiment qu'amener Cora, ça réglerait des problèmes avec les défis. Puis, écoute, est-ce que les Phillies vont avoir peur parce que Cora, depuis hier, sur les réseaux sociaux, est inarrêtable en disant à quel point il est heureux. Ouais, non, il a pas l'air super triste. Non, il a l'air bien. La photo avec tous les coachs qui ont été congédiés, qui prennent l'avion comme pour s'en aller, puis t'as Jason Varitek qui fait un pouce en bas, puis t'as Cora qui publie la photo un peu partout. Peut-être qu'il disait de prendre un petit 2 semaines, 3 semaines pour réfléchir un peu puis se calmer. Peut-être que ça pourrait l'aider, mais écoute, moi, Cora, en ce moment, là, je le regarde aller puis ça m'a l'air d'un gars qui sait qu'il y a une job qui l'attend ailleurs. C'est ça mon point. Ben, écoute, ouais, c'est malheureux. C'est quelque chose d'attend ailleurs. Tu sais, si c'est pas la saison prochaine, s'il y a une saison prochaine, ça serait quand que cette job-là l'attend, tu sais? C'est-tu moi ce que je verrais peut-être avec Cora dans une autre équipe en difficulté qu'on parle pas beaucoup? Oui. Les Astros de Houston? Ah, ouais. Je peux voir un parallèle aussi. Là. Je pense que. Mais il était là avant. Ouais. Étonnamment, Cora a fait partie de cette organisation-là. Houston, s'il faut juste remplacer les lanceurs, on va s'en sortir. Mais moi, je vois Houston. Mais Fairley, c'est vrai que c'est un peu le choix facile à voir un peu. Ben, aisément. Voulez-vous qu'on termine ce trio de nouvelles un peu déplorables pour des organisations qui en arrachent? Vas-y, Mio. Ben, je pense que souvent, c'est un bon indicateur, hein, ce qui se passe à l'extérieur, dans la vie, dans la vraie vie de tous les jours. Tu entends souvent des affaires comme tel joueur a désinscrit ses enfants d'une telle école. C'est ça. Ben là, écoute, à Toronto, oui, ça va mal. Oui, là, je pense que la liste des blessés est rendue maintenant à 15 joueurs blessés. Mais par-dessus tout, pour s'en faire renvoyer une autre, on apprend que George Springer met sa maison en vente à Toronto. Ça, si c'est pas un indicateur, en tout cas, du moins que la famille s'en va, je ne pense pas que c'est le genre de gars qui va revenir après ça à Toronto vivre. Juste par ça, il tente. Clairement pas. Mais c'est encore drôle. Ben, pop. OK, ça, mais tu fais une petite recherche Google assez aisément, puis tu trouves sur Spotrac, ben, c'est la dernière année de contrat de George Springer. Oui, mais tu sais, mon point était plus, tu sais, je pense pas que ce soit Toronto le problème là-dessus. Tu sais, je pense que c'est plus... on arrive au bout du rouleau, tu sais. Ben, c'est ça. Mais non, je ne suis pas dire pour contre Toronto, mais c'est justement, il sac son camp. C'est là, je veux dire. Ça sent la fin, d'après. Mais puis, George Springer, ça va être une acquisition importante pour n'importe quelle équipe qui va essayer d'aller au bout pour essayer de se qualifier. Moi, les Guardians de Cleveland, là, si tu rentres un George Springer là-dedans, moi, je pense qu'il y a de la magie qui peut s'opérer là-bas avec les Guardians. Là. Ben, c'est là un peu où je voulais m'en aller avec ça. Est-ce que, grâce à ça, devient-il un poisson? Félix, je te laisse y répondre, mais avant, tu disais... Écoute, peut-être que Springer, écoute, ça va être échangé et tout. Je pense pas. Là, je pense qu'il va finir la saison à Toronto. Là, mais est-ce qu'on oublie quand même que George Springer est rendu, si je ne m'abuse, 38 ans, qui est tout le temps blessé, qui est un frappeur désigné. Puis 36 ans, George Springer. Peu importe. Il est vieux, c'est ça mon point. Il est vieux. Puis que l'année passée, sa saison, elle sortait tellement de nulle part. Au début de la saison, pendant le camp d'entraînement, on se demandait s'il allait faire le club. Je m'excuse, là, mais peut-être que l'an passé, ça n'avait pas d'rapport. Je pense que c'est la saison dernière qui n'avait pas rapport pour Springer. Puis je pense plus qu'il en reste tant que ça. Je pense que ça va être la retraite ou un contrat d'1 an. Mais puis écoute, j'enlève rien à son impact qu'il y a eu à Toronto. Là. Ça a été une des grosses signatures, un des premiers gros noms qu'il a signé à Toronto, qui a recrédibilisé l'organisation dans les années 2020. Mais moi, je ne vois pas un immense futur pour George Springer. Là. Peut-être 1 an, peut-être 2, mais ce ne sera plus le candidat au MVP qu'on a vu l'an passé. Là. Moi, je pense que cette saison-là, encore aujourd'hui, j'ai de la misère à me l'expliquer. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, comment Springer a réussi à remonter le temps comme ça, mais je pense pas qu'il en reste tant que ça dans le système.
Je pense que la raison pour laquelle il a mais- commencé à mettre ça sa maison à vendre, là, je pense que c'est parce que tranquillement, pas vite, il réalise que c'est probablement sa dernière année, puis que ça va finir là, puis il va retourner chez eux. Je pense que c'est un gars du Connecticut, Springs, je ne m'abuse. Fait que c'est un. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un gars qui va retourner avec sa famille là-bas. Là. Il a beaucoup aimé Toronto, puis c'est que c'était cool de voir un gars arriver, puis vraiment s'imprégner de la culture à Toronto, puis devenir un membre de la communauté, mais. Je pense que c'est juste la fin d'une époque de pas juste Toronto, là, de tout. Puis peut-être que si Toronto continue à couler, peut-être qu'on va l'échanger à la date limite, mais encore là, qui va vouloir un tel montant d'argent pour Springer? Je me pose des questions. Tout dépendant comment il va performer, mais comme tu l'as mentionné, les blessures, ça le ralentit. Puis ça ralentit quand même une carrière. Hein? Puis même, on a vu durant la série mondiale que mon homme était rendu sur un pied et un genou. Ça, c'était impressionnant. Ça, c'était vraiment impressionnant. Si je vais lui donner, c'était vraiment impressionnant. Exactement. On n'en fera pas encore on n'en fera pas encore les funérailles et tout ça. Là, Non. De toute façon, on va attendre un peu, quelques mois, mais on fera le deuil de son De toute façon, George Springer va être échangé à la date limite des transactions et il va se ramasser dans une équipe qui va faire les séries. Je ne sais pas comment, je ne sais pas qui. Je vois Cleveland, je vois encore Cleveland dans ma tête, mais moi, je pense qu'il peut amener un rôle à ce que Max Scherzer a amené aux Jays l'année passée. Tu sais, un genre de rôle comme ça. Ben, si les Jays sont prêts à manger le salaire, oui, absolument. Ça pourrait être un gars qui peut être échangé. Puis les Jays, on sait qu'on a l'argent pour le faire. Si les Jays, ça continue de mal aller, puis que Springer est un gars qui intéresse des équipes, je pense qu'on n'aura pas de misère à manger l'argent puis de l'envoyer peut-être pas au minimum, mais à 2-3 millions, mettons. Là. Peut-être. Non, mais il y a quelque chose là parce que ça s'enligne pas pour une incroyable saison pour le restant. Tu sais quoi, pourquoi pas? Recharger et avoir peut-être du nouveau sang, des gens un petit peu, des jambes fraîches. Qui sait? Parlant de jambes fraîches d'ailleurs, c'est drôle, hein? Mais on a eu finalement un petit peu d'actualité NFL, qui est le fun aussi d'ailleurs. La vraie actualité NFL, pas des histoires de conflits d'intérêts, mais le repêchage finalement. Et bon, je crois pas qu'on est trop surpris de qui est sorti premier, mais c'est pas le choix, tu sais, que le monde, on va dire, c'est pas une grande surprise, mais il y a quand même des belles histoires qui en sont sorties. Mais on va reparler de cette histoire-là de Mike Vrabel de la semaine dernière, parce qu'en plus de ça, pour vous mettre en contexte, Félix était en examen jeudi, OK? Pendant que le repêchage se déroulait, et il a envoyé un message du style, bon, je m'en vais en examen, on se retrouve dans 2 heures. On va voir dans 2 heures si Mike Vrabel a toujours un emploi parce qu'il a fait appel à une conférence de presse d'urgence. Ben, conférence de presse a eu lieu, mais il a toujours son emploi. Mais Pop, là, tu as des grosses attentes pour Mike Vrabel pour qu'il garde son emploi. Là. Mais écoute, si les attentes n'étaient pas déjà énormes pour les Pats la saison prochaine, juste avec le fait de se rendre au Super Bowl, Drake May, A.J. Brown qui semblerait s'en venir aussi, puis toutes les histoires de calendrier facile l'année dernière. Là, toute cette controverse-là, honnêtement, il n'y a personne qui va prendre les Pats au sérieux, excepté les fans des Pats. Là. Tu sais, ça va prendre un 15-2, 16-1, 17-0 là, pour qu'on commence à prendre cette équipe-là au sérieux. Hey, Pop. Oui. Tu sais qui n'a pas pris les Pats au sérieux l'année dernière? Je sais pas. Toi, ça? Ouais. C'est toi, ça? Ah! Moi, je fais juste rappeler qu'on était à un jour en prolongation on était à un jour de prolongation en demi-finale de conférence pour que les Broncos de Denver aillent au Super Bowl et que j'avais callé en finale de conférence. Non, il s'était blessé contre les Bills, puis il avait manqué le match contre les Pats en finale de conférence. Ah oui, celui-là. OK. Oui, j'entends. Là est mon point. Ceci étant dit, c'est une semaine difficile. Je pense que pour Robert Kraft, là, tu sais, je sais pas s'il est allé se faire masser cette semaine, là, mais je pense que ça a été une semaine difficile pour Robert Kraft. Premièrement, gérer un repêchage, c'est une grosse semaine dans l'année pour les 32 équipes de la NFL. Là, tu as toute cette controverse-là qui dure déjà depuis 2-3 semaines. Et là, la veille du repêchage, ça ressortait à l'heure, là. On dirait qu'à chaque heure, TMZ, quelque chose, le New York Post, avait comme une photo plus compromettante que la dernière. Et là, on est en train vraiment de se demander, est-ce que Mike Vrabel va survivre la fin de semaine? Moi, ma théorie était, on laisse faire le repêchage, on s'occupe du reste. Si on a à congédier Mike Vrabel, ça va être lundi ou mardi prochain.
Ça semble pas être le cas, mais honnêtement, il n'y a plus personne qui prenne les Pats au sérieux en ce moment. Déjà qu'il y a un lien de confiance brisé entre Mike Vrabel et les joueurs un peu. J'ai hâte de voir. Je pense qu'on peut s'attendre à de bons résultats, mais il n'y a personne qui va prendre les Pats au sérieux cette année. Puis, voulez-vous, ben, regarde, on va voir si c'est possible 17-0. On va faire comme les équipes font, là, puis ils vont chercher du monde pour donner leur calendrier au complet. Là. Les Pats joueront contre les Bills, les Bears, Les Chiefs, Bills à Buffalo ou à Foxborough? à Foxborough. Ben, les deux, ils font les deux. Oui, ils font les deux. je sais. Ils font les deux. Les Lions, les Jaguars, les Chargers, bon, Dauphins, Jets, Seahawks. Et finalement, pour les matchs à domicile, ça sera les Bills, les Broncos, les Packers, les Raiders, Dauphins, on s'en tape, Vikings, on s'en tape un peu aussi, Jets. Ah, et Steelers. Mais ça, Steelers, on ne sait jamais comment ça va finir. Bref, il y a peut-être un monde que c'est barely, à peine, à 500. Tu sais, les matchs contre les Vikings puis les Chargers puis tout ça, là, si tu gagnes pas ces matchs-là, là, je dis pas bye-bye, là, mais on va avoir de l'adversité là, l'année prochaine. Puis là, le monde s'emballe déjà pour dire que A.J. Brown va tout changer. Je comprends, mais vous oubliez à quel point que A.J. Brown quitte toujours son équipe d'une mauvaise façon. Qu'est-ce que ça va changer en Nouvelle-Angleterre? Oh, mais c'était pas dans un contexte si mauvais, là, les Titans, je veux dire. C'est vrai que les Titans, c'était pas si mauvais que ça. C'est juste le retour qui est horrible, donc ça laisse un mauvais goût. Ça a mal fini, ça a fini un peu de croche, mais ouais, ça a fini un peu de croche. Le retour était pas trop pire, me semble. Au moins. Incroyable. Il a fait le catch de l'année l'an passé, de ça. C'est vrai. Mais je te dis pas avec quelle équipe. Nope. Nope. Dans ce cas-ci. Bon, parlons repêchage maintenant. Félix, on sait que c'est un sujet que tu nous amènes, tu nous as amené 2-3 fois sur le show, puis tu en parles très souvent, très, 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 très passionnément dans les groupes chat qu'on partage. Jeremiah Love, ça fait un peu jaser, mais tu sais quoi? Il est sorti 3e. Il est sorti, on s'est dit, une équipe qui doit avoir un besoin criant pour un porteur de ballon. En plus, c'est pas un joueur qui sort top 3. Est-ce que tu vas juste avec le meilleur? Ben écoute, c'est ce que les Cardinals semblent avoir fait en y allant avec Jeremiah Love, l'une des multiples décisions douteuses, questionnables, pour lesquelles on se pose des questions de ce repêchage-là. Alors que les Cardinals qui, je tiens à dire, OK, jusqu'ici, sont à veille de rentrer en la saison 2026 avec Jacoby Brissett comme carrière partant. Il n'a pas été mauvais en remplacement à Kyler Murray, pour l'avoir vu jouer en personne d'ailleurs. Jacoby Brissett est ton carrière partant. Et tu as déjà quand même, parmi ton groupe de porteurs de ballon, Tyler Algier, qui n'a pas une grosse saison 2025, mais tu as ça. Et là, tu vas choisir un porteur de ballon. Je comprends pas. Mio, je fais juste te dire que tu ferais des affaires vraiment basses pour avoir Jacoby Brissett comme carrière dans ton équipe. Pop. Non, mais pas, je comprends, mais. Avec Jacoby Brissett. Tu peux pas critiquer. Tu peux non, pas mais Brissett, il faut juste rappeler, en ce moment, là, il y a du gros beef entre Brissett et les Cards parce que les Cards ne veulent pas le payer. Brissett n'a pas envie de se pointer. On est en train de se mettre à dos notre carrière. Là, en ce moment, là. Attends, Félix, est-ce que tu es en train de dire qu'on pourrait. Si tu dis que ce gars-là a du beef avec son équipe, est-ce qu'on peut l'appeler Jacoby Brisket? C'est lourd. C'est lourd, mais c'est lourd. Gars, je vais te la laisser, puis je vais continuer sur mon point. En ce moment. Au moins, je ne vais pas faire un 6-7 devant tout le monde, là, avec votre cerveau de Gen Z en vélo, là. On s'écarte. Fait que bref, on est en train de se mettre à dos Jacoby Brissett. En ce moment, Carson Beck, qu'on vient juste de repêcher, a des sérieuses chances d'être le partenaire de la semaine. L'étudiant Carson Beck. Exact. Le gars qui étudie fort à l'université. Là. Fait que, écoute, on s'enligne pour quasiment Carson Beck, là, parce que Brissett, c'est un peu du croche, on ne va pas le payer. Man, les Cards, OK? Puis je comprends la philosophie d'aller chercher le meilleur joueur disponible. Puis je pense que Jeremiah Love était le joueur le plus talentueux de ce repêchage-là, OK? Le seul problème, c'est que les Cards, quand tu regardes leur équipe, OK? Il y a une position où est-ce qu'on n'était pas trop pire avec James Conner puis Tyler Algier, c'était porteur de ballon. C'est la seule position où est-ce que tu dis, on a du talent là. Man,
Arvell Reese, qui était projeté par plusieurs comme étant le deuxième choix assez clair de ce repêchage-là, était miraculeusement tombé troisième, et toi, tu prends Jeremiah Love. Je ne comprends pas pourquoi les Cards ont pris ça. Écoute, ils vont peut-être être excellents. On n'a toujours pas de ligne offensive, on n'a toujours pas de défense. Je ne vois pas comment on se dit que ça va régler le problème. Puis, écoute, oui, peut-être que c'est un peu comme les Raiders, on prend le porteur de ballon, puis l'année prochaine, on va avoir le corps arrière, puis on se dit, baguette, au moins l'attaque va être installée l'année prochaine quand le corps arrière va arriver. Je pense qu'il y a d'autres problèmes en Arizona. Là. Je pense pas qu'on est dans le même état que les Raiders. On était à 1 ou 2 morceaux, puis on s'est va prendre Genty, puis au moins on va avoir beaucoup, beaucoup d'armes. On n'est pas là, là. On n'est vraiment pas du tout là. Ce choix-là, je le comprends pas. Je le comprenais pas quand ça a été fait. Moi, j'étais convaincu qu'il allait se rendre au 4e rang, que c'était juste un écran de fumée, puis que les Titans allaient pouvoir le prendre 4e. Les Titans, tu vois, contrairement aux Cards, on a bouché pas mal de trous, on a le corps arrière, puis ça aurait été un choix beaucoup plus logique pour les Titans, par exemple, mais les Cards, je le vois juste pas. Je le vois juste pas. Puis je comprends qu'il n'y avait pas d'autre corps arrière, là, mais bâtis ta défense. Je comprends pas. Je ne comprends pas ça. Et pour citer les propos d'un certain Félix Forget, aucune chance que les Cards repêchent Jeremiah Love. Encore aujourd'hui, je le crois pas. Fait que je reste fidèle à ces propos-là. Encore, le choix a été fait. Je ne crois toujours pas que ce choix-là ait vraiment eu lieu. Honnêtement, ça a été quoi ta réaction en sortant de l'examen? Tu t'es dit, Jeremiah Love, futurement des Titans du Tennessee, finalement. Moi, j'étais convaincu que Jeremiah Love était repêché par les Titans. Moi, j'assumais qu'il en prenait un parmi Love, Reese ou Bailey. Je pensais que c'était celui des 3 qui allait tomber qui se ramassait là. Cornell Tate, je ne l'ai pas vu venir. Cornell Tate, ça avait circulé un tout petit peu, je ne l'avais pas vu venir. Sur le coup, je suis pas un énorme fan du choix, puis comme n'importe quel choix, j'ai fini par me convaincre après comme 20 minutes. Mais Tate est un bon receveur, je veux juste pas vraiment le upside d'un 4e choix total avec ça. Mais ça va être un bon numéro 2 ou un numéro 1 correct selon moi. Là. Puis, gars, si Cam Ward trouve son receveur numéro 1 avec lui, le choix aura valu la peine. Mais j'étais vraiment convaincu que Love se ramassait 4e et qu'il finissait avec les Titans. J'étais vraiment convaincu. Cam the Builder. Cam the Builder. Ouais. C'est ceux qui n'ont pas vu les photos, là. Tellement pas correct. Ils ressortaient ça quand les Titans vont crash out, puis que Cam Ward, après 3 ans, va être libéré par les Titans. Ah, man, quelle mauvaise idée de mettre des pubs de... Les équipes, arrêtez de mettre des photos des athlètes qui font d'autres métiers que jouer au football. Ça finit toujours mal. Toujours sans aucune exception. Ça finit toujours mal. Les mêmes choses pour les compagnies de pub. Là. Si, mettons, Applebee's t'appelle, viens faire une pub avec nous autres, là, tu vas être comme un serveur. Ça va être... Non, c'est pas ça. Parce qu'après ça, ça va le faire. On peut s'en rappeler plusieurs années plus tard. Ça va le faire. Mais écoute, soit ça ou c'est la maudite pub que souvent les gens vont faire sur Instagram en train de sourire, en train de manger, je sais pas moi... je vais les name drop. Mettons Chili's, là, puis c'est comme, waouh, quel plat délicieux chez Chili's. Je suis vraiment content d'avoir mangé du Chili's. C'est toujours bon. En tout cas, moi, je fais juste rappeler qu'il y a des athlètes et des pubs sur Instagram. Moi, je fais juste demander à Jacob Debeche qu'est-ce qu'il fait avec son matelas ces temps-ci. Là. Celle-là était correcte. Celle-là, j'ai pas de problème. Ça, c'est écœurant. Celle-là était écœurant. Mais ouais, fait que Jeremiah Love, drôle de choix. Finissons ce repêchage en parlant de la grande surprise du repêchage Fernando. Mais non. Mis à part Fernando Mendoza, qui était le choix logique. Un peu plus loin dans le repêchage, Félix, les Rams qui ont décidé d'y aller avec Ty Simpson. Est-ce que c'était un choix qui pouvait faire jaser les mauvaises langues? Quand même, tu sais, je veux dire, Ty Simpson, c'est pas rien. Hein? C'est un corps arrière. Dans l'immédiateté, ce poste est sécurisé. Mais Félix, est-ce officiellement celui sur lequel on repose le futur de la concession? Ben, quand tu le prends 13e au total, absolument. Puis écoute, si tu me demandes, est-ce que j'ai aimé le choix? Non. J'aurais préféré Ruben Bain, que je chutais au repêchage. J'aurais préféré Mekhi Lemon, qui était le gars que je voulais vraiment voir les Rams prendre à ce moment-là. Je trouvais que le fit était parfait. Mais ça reste que, objectivement, quand tu regardes ça, rationnellement, c'était un choix qui était logique. Les Rams, on connaît la force de cette équipe-là.
il y a on est fort partout. Je veux dire, les Rams, dans leur état actuel, avant même le repêchage, l'équipe-là était forte absolument partout. Je veux dire, Matthew Stafford, Karen Williams, Puka, Devante, la ligne offensive n'est pas un problème. On a des ailiers rapprochés, talentueux. La ligne défensive est folle. Les secondaires, la tertiaire, tout est bon. Il n'y a pas de faiblesse dans cette équipe-là, OK? Fait que là, tu as le luxe d'avoir le 13e choix, OK? Avec un carrière vieillissant qui, oui, est encore bon, vient de connaître une saison MVP, mais reste un carrière vieillissant qui a beaucoup de millage dans le bras, puis on sait qu'il y a eu des ennuis de santé par le passé. A beau être peut-être le gars le plus tough de toute la NFL, ça reste un gars qui a eu des ennuis de santé. Il jouera pas pour toujours. C'est quand la prochaine fois, avec un alignement comme ça, que tu as la possibilité d'avoir le 13e choix et de prendre ton carrière du futur. Il n'y en a pas mille. Il n'y en a pas mille, puis je pense que c'est ça le calcul que les Rams ont fait. Je vais même te raccourcir ça. Combien de fois tu auras vu un alignement aussi fort puis d'avoir le 13e choix, point? C'est ça, on a été extrêmement chanceux avec la transaction qu'on a faite avec les Falcons l'an passé. Puis, man, si t'es confiant que Simpson, c'est ton gars, t'auras pas ce luxe-là les prochaines années. Oui, les prochaines années de carrière sont supposées être meilleures. On disait que l'année 2026, ça va être folle en termes de carrière. Tout le monde a été épouvantable. Fait que, tu sais, là, t'as l'occasion, t'as un gars que t'aimes. Vas-y, puis on pourra pas juger ce choix-là rapidement. Idéalement, il jouera jamais un match l'an prochain, peut-être dans 2 ans, mais au moins, le jour où ça va arriver, il va être prêt. Mais ajoutons quand même que oui, c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui est stackée un peu partout, mais c'est une équipe qui est jeune. Ouais. Elle est jeune. Ces gros morceaux-là, c'est des gars repêchés en 2023. C'est Puka qui en est à sa 3e saison. Ces gars-là ont encore du millage dans le ventre pour profiter d'un Ty Simpson qui va arriver éventuellement. Devrait-on peut-être s'attendre au rôle de corps arrière partant? Ben écoutez, mesdames et messieurs, il y a encore un petit peu de mois à faire d'ici la saison de la NFL. Encore, 4 mois et des poussières, là, où ça va commencer pour de vrai. Parce que pré-saison dans la NFL, vous connaissez. C'est très populaire quand même, non? Quand même. De quoi tu parles? Alors, juste avant, autre chose, comme toujours, vous êtes tellement nombreux à participer sur Facebook, puis à chaque semaine, à chaque fois qu'on vous envoie un truc, Perron d'église, quoi que ce soit, on vous envoie une question pour parler des Canadiens durant la revue de presse, vous répondez en grand nombre. Continuez donc à le faire. Puis écoutez, cette semaine, toujours encore des bonnes séries éliminatoires à suivre. Allez faire ça. Peu importe la série que vous voulez, celles qui vont jusqu'à la fin, allez-y. Ça va être à surveiller. Puis écoutez, on a remarqué quand même que c'est à peu près 10% d'entre vous qui écoutez, qui nous suivent. Prenez pour de vrai, là, moins de temps que ça a pris de taper le nom, triple menace. Écoute, si vous appuyez sur suivre, vous n'aurez même pas besoin de le taper, ça va être là. Puis vous savez quoi? Vous allez même être notifié à chaque fois qu'un épisode sort tous les lundis matins ou encore la revue de presse du Salon de Mio tous les jeudis matins. Cela dit, passez une excellente fin de semaine. On se parlera la prochaine fois. Salut!